Juste avant de commencer cet épisode, nous aimerions remercier les créations JCT, fabricants et concepteurs de mascottes, marionnettes et décors avec plus d'une trentaine d'années d'expérience. Vous pouvez aller visiter leur site web au www.mascotte.com. Nous aimerions également remercier tous nos donateurs sur PayPal et Patreon. Si vous aussi vous voulez nous encourager, c'est totalement optionnel, mais grandement apprécié. Rendez-vous sur notre page Facebook et cliquez sur l'onglet « Faire un don » ou allez au agopodcast.podbean.com où vous verrez un bouton PayPal dans la colonne de droite. Chaque don, peu importe le montant, est grandement apprécié. Une dernière façon de nous aider, c'est de prendre quelques secondes pour nous donner 5 étoiles sur iTunes. C'est gratuit, rapide et ça nous aide énormément à nous démarquer et à gagner de la visibilité. Merci à tous pour votre support et maintenant, allons à l'épisode. Bonjour à tous et bienvenue à l'artiste, le geek et l'otaku. Avec Julien et Guillaume de Tortuga. Hey, salut à tous. Cette semaine, autour de la table, il y a moi-même, Alexandre Bonneau, votre animateur et l'artiste. Il y a Danny Lefebvre, notre geek. Hello! Hey. Il y a Danick qui est là cette semaine en remplacement d'Émilie qui malheureusement est encore occupée. Elle va revenir. On va revenir. Yes, I'm back. Puis, comme vous avez entendu en intro, il y a Julien de Tortuga et Guillaume également de Tortuga qui sont là avec nous cette semaine. Ça va bien? Ouais, bien vous. Ouais, ça va Ben bien, oui. ça va bien. Merci de nous recevoir dans votre... Dans votre antre. C'est beau, mais c'est une Ouais. grotte quand même. C'est quoi t'as dit? C'est une grotte de geek. Ok, une grotte. Ouais, il y a- Ah, pas une crotte, il y a là, bien c'est- dit grotte, ouais. C'est un peu douteux. Tortuga, on peut commencer premièrement peut-être par présenter c'est quoi le projet pour ceux qui connaissent pas c'est quoi. Tortuga, c'est un groupe de rock qui se voue à jouer de la musique de jeux vidéo, en fait. Donc, tous les covers qu'on fait, toute la musique qu'on fait, c'est de la musique de jeux vidéo, interprétée à notre façon, écrit par nous-mêmes. Puis c'est ça, en fait, on fait des shows à travers le Québec, là. On a lancé notre premier album récemment. Ouais, voilà deux semaines, ça va faire 3 semaines à peu près, je pense, quand l'épisode va exactement, sortir. exactement. Ça s'appelle New Game, et puis il y a 10 de nos premières chansons, là, justement, tirées de jeux vidéo variés, là, de Mega Man, Undertale, Donkey Kong. Je sais que vous en faites d'autres aussi, là, parce que, tu sais, sur YouTube, vous avez la tune de Doom, vous avez fait en live à l'Autokiton l'année passée. Puis dans le fond, c'est pour ça que j'avais demandé un lien pour avoir des tunes, parce que sur YouTube, il y a presque rien disponible. Ouais. C'est correct, je comprends aussi, là, parce que, tu sais, Bandcamp, ça sert à ça aussi, là. Exactement. En fait, notre YouTube, c'est pas notre plateforme principale. On sert surtout Facebook et de Bandcamp pour le moment. On veut éventuellement mettre plus de choses sur YouTube. C'est un peu plus touché parce que mettre des choses sur YouTube, quand on n'a pas de visuel avec, on a juste une image statique puis une tune, c'est moins intéressant pour les gens, tu sais. Mais c'est pour les lives, pis les shows, probablement, YouTube va être intéressant, là. Ouais, exactement. Pour les performances. Mais on va en sortir plus de toute façon, là c'est déjà prévu. On en a 2-3 en stock. C'est juste Ok. qu'on voulait un petit peu travailler sur le timing pour pas trop inonder les gens. Parce que déjà pour la sortie de l'album, on en a sorti quand même plusieurs à la suite. Puis l'idée c'est de pas non plus lasser le monde. Donc on va... Ben, en même temps, si tu sors 8 vidéos, il y aura pas le même impact, là. Ben non, c'est ça. c'est ça. Exactement. Donc, mais ça va venir, on a 2-3 petites surprises là. Donc Cool, mais moi je trouvais ça drôle parce que tantôt pendant que vous étiez partis chercher de la bière, vous m'avez parlé de comment est-ce que c'était né Tortuga. C'est né assez sur, pour utiliser l'expression sur les chapeaux de roue, là, ouais, c'est moi qu'on puisse dire. sur un start, là. Mais oui, en fait, notre début a commencé de façon assez abrupte, là. En fait, c'est une histoire qu'on raconte à toutes nos shows avant de jouer cette fameuse chanson. C'est que on est ou étaient tous des membres de l'orchestre de jeux vidéo à Montréal. Ok, cool. Et puis moi et Guillaume, entre autres, on est deux percussionnistes. En fait, moi j'y joue plus aujourd'hui. Guillaume il joue encore. Ouais, je crois que... Et puis on s'était dit avec les autres membres de Tortuga, on s'était dit hey, ça serait le fun qu'on fasse un autre style de musique, on se parte un autre projet juste pour le fun. Et puis on s'est ramassé 4-5 musiciens à vouloir jammer, juste pour le fun. Donc on s'est loué un petit local de pratique qu'on pouvait payer à l'heure. Et puis j'ai amené une vieille chanson que j'avais écrite quand j'avais 14-15 ans pour Ben, un cover de Kirby Ok. que j'avais fait. Puis j'avais amené les partitions, on s'est ramassé dans ce local-là, on a sorti nos instruments, on les a dépoussiérés un peu. Puis on a lu les partitions, ça sonnait bien, c'était pas super. Mettons, on a passé à travers la moitié de la tune, puis Au moins, on s'amusait en jouant et c'est ça qui comptait vraiment. oui, oui. Surtout Ouais. pour une première fois, là, je veux dire, parce qu'on n'avait jamais joué en groupe, à part Julien qui avait déjà d'expérience. Là, nous, on était vraiment des musiciens très classiques en orchestre. On jouait dans des harmonies depuis quand même pas mal de temps et tout, donc. Mais c'est pas la C'est même quand même- dynamique qu'un band. là. Non, ouais, c'est ça, complètement différent. Et puis,
Surtout là, en plus comme c'était un studio de location, mettons, même le matériel était pas non plus de qualité incroyable, donc fallait faire avec ce qu'il y avait aussi. Là, et puis ça donnait du charme aussi, je trouve. Voilà. Mais dans le fond, c'est des locaux qui se louent avec déjà l'équipement sur place. Exactement. Ouais. Ok, ben ça c'est cool. Je pensais que tantôt quand vous m'expliquiez le local, je pensais que c'était un local que t'apportes quand même tes instruments. Bah t'apportes, mettons la guitare, la basse et tout, mais t'as déjà des amplis, il y a déjà un drum. Heureusement parce que sinon ça prendrait pas mal de temps pour le setup à chaque fois. Faut que t'amènes tes cymbales pour le drum, mais sinon. Tu peux les louer sur place aussi. Ouais, pour un petit supplément. Mais c'est pas la top qualité là. Surtout ça dépend à quel. C'est un supplément pour les cymbales du drum. C'est comme un DLC de musique. Ouais, c'est exactement ça. Mais tu peux aussi le prendre comme un rabais si jamais t'as déjà les tiennes, parce qu'en plus t'es plus confortable de jouer avec ton matériel. Ouais, l'habitude, Mais pour de vrai, c'est quand même super pratique comme endroit parce que t'as besoin de quelque chose, tu peux faire du bruit, bah tu peux, alors que sans ça, bah on n'aurait jamais existé. Ouais, exactement. Puis en fait, une chance qu'on a été là parce que après le 2 heures qu'on a joué, ben on s'est dit on va ramasser nos affaires puis on va s'en aller, puis on a ramassé nos affaires puis on a été payé. Puis le gars qui était là, c'est maintenant devenu mon ami depuis, Maxime Olivier, je te salue. C'est le bassiste d'un autre groupe qu'on connaît très bien maintenant qui s'appelle Ties and Ribbons, qui se voue à faire. Ils ont pas fait notre première partie. Ouais, ils ont fait notre première partie. Ouais, c'est ça. Bon, c'est un groupe de rock de J-rock qui fait des covers de musique d'animé et puis de J-rock en général. C'est quoi du J-rock? C'est justement les ouvertures d'animé, c'est du J-rock. C'est du rock, une espèce de punk rock japonais là. C'est comme du J-pop, J-rock. Je savais juste pas que c'était ça le terme en fait. C'est du J-western, ça doit être. Je suis sûr que oui. En fait, ça s'appelle du J-Eastern. Ah ok. Ouais. C'est drôle. Mais c'est drôle parce qu'en plus ça fait que tu fais toi-même tes premières parties, ça veut dire. Ouais, exactement, parce que bon, je l'ai pas dit, mais je joue maintenant dans Ties and Ribbons aussi. T'as-tu un masque quand t'es dans l'autre band? Malheureusement, non. Okay. Là, je me change au moins entre les deux. De toute façon, jouer du drum, t'as tellement chaud, t'as pas le choix de te changer. Mais more on that later. Mais oui, donc on a rencontré cet homme, Maxime Olivier, qui nous dit hey, c'est-tu vous autres qui vouliez la musique de Kirby? Fait qu'on s'est dit ben oui, c'est nous autres. Il dit hey, connaissez-vous ça, le Tacuton? On est comme ben oui, c'est genre une des plus grosses conventions. Là. Il dit ben ça vous tente-tu de venir jouer à le Tacuton? Nous autres, on s'est tous regardé à ce moment-là avec un gros point d'interrogation au-dessus de notre tête. T'sais, on n'est pas un groupe, on n'a pas de nom de groupe, on n'a pas de chanson. On est juste 4-5 chums qui jamment ensemble dans un local. Et le Tacuton, c'est dans 4 mois aussi, accessoirement. Ouais, c'est ça. C'était au mois de mars, le Tacuton, c'était début août, fait qu'on était comme bon. Fait qu'on s'est regardé, puis on s'est tous jeté un regard de comme what the fuck, on fait pas ça a pas de sens. Fait que on s'est reviré vers le gars, puis on y a répondu la seule chose qu'on pouvait y répondre. On y a dit ben oui, on va le faire. Donc c'est comme ça que Tortuga est né en fait. On s'est trouvé un nom, on s'est écrit des chansons, puis on s'est rodé un show en 3-4 mois. C'est rapide en crise là. Ouais, exactement. Puis le Tacuton en fait, on a fait un show, ça s'appelait All About the Music. Ouais, c'est ça, ouais. Mais aujourd'hui, ça a changé de nom pour Otaku Rock, mais la formule est la même. C'est une espèce de Battle of the Band. On partage la scène entre nous et Ties and Ribbons. Et puis, en fait, c'est comme ça que le groupe est né. Donc, on a monté un demi-show, dans le fond, parce qu'on avait le temps d'un show, mais séparé en 2 groupes. Et en plus, vous en aviez un autre à refaire comme 3 mois plus tard pour le Geek Fest. Ouais, ça c'est venu après. Ben, Guillaume, je te laisse raconter. Ouais, cette partie-là, en fait, on a eu juste après, pour donner un ordre de grandeur, nous, on venait d'avoir notre show après la première pratique, donc on n'avait pas existé encore sans avoir de show. On finit le Tacuton, puis juste après, on nous propose un show pour le Geek Fest 2 jours après, à peu près. Donc, là, on se dit, ok, c'est cool, mais cette fois-ci, on va être seul sur scène, donc on avait plus un demi-show à monter, mais un show complet. Donc, on se retrouve de nouveau avec 3 mois pour monter une deuxième moitié de show, donc de nouveau le gros rush un peu, mais c'était quand même un bon challenge aussi, et puis une bonne occasion d'aller monter plus de stock, d'avoir de la musique qui nous est encore plus trippée, donc on a pu aller explorer un petit peu au-delà, on a essayé d'autres affaires. Déjà, à le Tacuton, la première fois, on avait introduit le fait d'avoir du sax, puis là, on en avait rajouté plus avec d'autres formes et tout, et puis ça avait quand même plutôt bien marché. Parce que vous êtes 5, si je me trompe pas, dans le band. Exactement. On est 5, et puis l'avantage, c'est que, un peu ce que je disais tantôt, on est tous des musiciens classiques, et puis certains d'entre nous savent jouer tellement d'instruments, là, ça va pas d'ailleurs, Camille, par exemple, c'est assez fou. Vous mettez n'importe quel instrument, 15 minutes après, on joue peut-être mieux que vous, même si ça fait 5 ou 10 ans que vous en jouez. Donc, c'est comme ça qu'elle joue de la basse, du violoncelle, du saxophone et tout. Joues-tu du thérémine? Je suis sûr que si tu lui en donnes, elle va en jouer. Je sais pas c'est quoi, mais safe bet, je dirais que oui. Un truc où tu souffles, là, tu peux... Non, c'est l'affaire avec les mains, avec les antennes. Ça joue avec les ondes. Ah oui, donc, ok, attends pour moi, là. C'est parce qu'Alex en a un, puis... Ramène-le la prochaine fois si elle est là, et puis tu vas te surprendre. Ça peut être un peu frustrant, je préfère prévenir quand même à l'avance. Présentement, c'est pas moi qui l'a, c'est Joe Guérin qui l'a. Ouais, c'est vrai. Le Geekfest, en fait, c'était notre deuxième show, mais quand même, c'est un public un petit peu plus petit. Pour ceux qui connaissent pas, le Tacuton, c'est 22 000 personnes qui viennent à peu près. Le Geekfest, c'est peut-être 500
000 à peu Ben, près. les Geekfest, on est à 500, quoi? 500 000. 500, non, 500 à 1000, je sais pas. Ok, j'ai parlé trop vite. Personne, genre, Ouais, je c'est sais vraiment pas calculer. Là. Il y en a Non, 22 000 non, là, il y en a 500 000 là, il y en a moins. Mais bon, donc, 500 ou 1000, je sais pas exactement, là, mais pour donner un ordre de grandeur. 500, là, Mais c'est ok. quoi, c'est la 4e année? Cette année, c'est la 4e année. mais je pense que ça a déjà existé il y a Ouais, c'est ça. longtemps, pis c'est revenu, parce que moi, on avait dit que ça va arrêter entre-temps, mais tu sais, information, Ça se peut. ça se peut. C'est possible. Très possible. Mais en tout cas, si quelqu'un est intéressé pour venir, là, on y retourne aussi cette année, et puis. C'est quelle date déjà, le Geekfest cette C'est année? la première fin de semaine. Ouais, c'est le Première 5 fin de semaine de novembre. novembre, de toute façon, Ouais. c'est pas dur. Nous, on joue le samedi. Je crois que c'est le 5 novembre. Je vais demander à l'arbitre de me corriger. Du 4 au 6, je pense. Si Ouais, je me ouais. trompe Ben, pas. ça ferait que le samedi, c'est le 5, ouais. Ouais. Donc, on joue en fin de soirée à 9h. Si vous voulez venir nous voir écouter de la musique de jeux vidéo. Ben, nous autres, on est là. D'après moi, on va être là. Ben, Ouais, ouais, voilà. mais c'est- Ouais, ça va être le fun en tabarouette. Tu viendras nous dire salut. Ben oui, c'est clair. Pas pendant qu'on joue, mais Ah, avant ok. ou après. Ah, dans le milieu d'une tourne, on va se dire, ah, yes! Ouais, c'est ça. T'es là. Mais, Tu vas faire un petit solo de Térémine pendant... En tout cas, son bête Tortuga, en plein milieu d'un riff, il me répond même pas. c'est- mais pour le fun, vous autres, le nom Tortuga, vous l'avez trouvé comment? Moi, je suis... Oh, bonne curieux. question, Yannick. Le pire, c'est que je peux même pas répondre à cette question. Oh, mon Il y a une Dieu. explication en plus, hein, mais c'est plus Julien qui la connaît. Ok, Il va vous ouais. l'expliquer. C'est un peu obscur, en fait. Il n'y a pas vraiment de raison. En étant un groupe avec un public niche, on s'est dit, la première chose qu'on s'est dit, ça prend un nom qui est catchy. Ça prend un nom qui évoque la musique de jeux vidéo. Et on a fait complètement l'opposé. Et on s'est trouvé un nom qui a absolument pas rapport. Et puis, de où ça vient, c'est assez simple. On était à une répétition de l'orchestre de jeux vidéo. Encore là, le groupe existait pas. C'était même avant notre première pratique que je racontais tantôt. Puis on était autour de la table puis on parlait du projet. On disait, hey, ça serait le fun qu'on pratique, ça serait le fun qu'on monte des tunes. Puis là, on va jouer des tunes de Mario, habillés en Mario. Puis on va, genre, le décor, ça va être Mario. Puis là, on disait des niaiseries, évidemment, on fera pas ça. Puis là, on s'est mis à se dire qu'on allait tous se déguiser en tortues puis qu'on allait lancer des tortues au monde dans la foule. Puis on a parti sur une chire, comme on dit, là, un petit délai. Puis il y avait beaucoup de tortues dans notre délai. Ouais. Puis on s'est mis à s'appeler les tortues du Les rock, tortues du métal, les ouais. tortues du métal, etc. Et puis c'est resté. Puis à un moment donné, ben après, plus tard, peut-être un mois ou deux plus tard, il a fallu se trouver un nom. Puis on a brainstormé pendant un certain bout. Puis toute une soirée de temps, on était assis autour d'une table puis on lançait des idées. Puis à un moment donné, toutes les idées sonnaient pas bonnes. Sauf les idées qui avaient rapport aux tortues. Je sais pas si c'est parce qu'on n'était pas objectif, mais c'est... Puis, Je sais pas. En fait- On parlait de tortue, on parlait de Metallica, et puis je sais pas. Peut-être que c'est de là aussi, à un moment donné. Je peut-être, sais pas. Peut-être, je sais pas. Je sais En que... mangeant de la pizza, précision importante aussi. Ah oui, en mangeant de la pizza au... Il y avait beaucoup de A, fait que, puis ouais. de tortue, fait que c'est... Voilà. Ouais. Il y avait aussi le fait, pour les fans de Final Fantasy, ils se reconnaîtront, bon, quand t'es un Black Mage dans Final Fantasy, il t'envoie des spells, généralement, ton troisième niveau de spell élémentaire va finir par ga. C'est comme Ouais. le suffixe qui vient avec comme Firaga ou Tondaga. Fait qu'on s'est dit en Zaga, s'appelant ouais. Tortuga, on est comme l'évolution finale de la tortue, tu sais, on est comme je pense que c'est de là que ça devient. Je suis pas sûr. La Ben, reversion, c'est le ouais. fun que c'est vague, parce que c'est Ouais. cool, ça fait comme un mystère en arrière de tout ça, ouais, j'aime ça. Ouais, on va essayer de trouver une nouvelle histoire la prochaine fois que vous nous parlez. On va Ok, essayer. ouais, ok, nice. À chaque fois, tu changes la story. Ouais, voilà. Non, mais en début de show, c'est cool. Tu racontes l'histoire, mais elle est toujours différente, là. En même temps, ça fait un petit job de compteur en arrière du musicien, puis Ben, c'est il vraiment faut. intéressant. Comme le Joker dans The Dark Knight. Ouais, À chaque fois, ok. c'est Ouais, mais ça. le Joker qui a toujours une origine différente, c'est la même chose, Tortuga, c'est comme le Joker, mais de la Ouais. musique. Exactement. Why so serious, Tortuga? Voilà. Ok. Le sérieux, c'est tellement ce qui nous définit. en fait. Ça fait peur. là. Je sais pas. Ouais. Allez-vous faire brûler des tonnes d'argent sur scène, genre, comme dans... Non. ok. Ben, Non, pour ça- des tortues, si Ouais, ouais, c'est pas- pour faire brûler des tonnes d'argent, ça prend des tonnes d'argent. là. Ouais, c'est vrai. Juste, Peut-être un jour, mais pour le moment, on essaie déjà de jouer de la musique et d'avoir un public, et puis Ouais. c'est déjà pas mal. Bon, juste pour confirmer, c'est vraiment du 4 au 5 novembre, mais je trouve pas... tu sais, je cherchais s'il y avait de l'info 4 au sur 5, votre- pas 4 au 6? 4 et 5 novembre 2017 à Collège Ah, c'est de sur Maisonneuve 2 de jours. Montréal. Ah, ok, il y a pas de vendredi, c'est vrai, les autres, parce que l'école, vu que c'est un collège, c'est juste samedi, dimanche. Ah, c'est je pas me vrai. rappelle. Mais, tu sais, rappeler, je cherchais de l'information sur Tortuga ou, tu sais, la programmation. C'est un peu flou, je dirais. Ah, ça se peut. On a envoyé nos informations. Là. Ça se peut qu'il y ait juste pas eu le temps encore de Mais- le mettre sur le site. Souvent, peut-être. Geekfest, c'est 2 semaines avant que tu vois l'information, là, parce que, pour être franc, là, c'est, tu sais, même, il se pose avoir des podcasts, pis on sait même pas encore s'il y en a, là, tu sais.
Ouais. Ben, une convention, Parce que si je vais sur la page activité puis programmation, c'est tout ce que je vois. Là. OK. Fait que bref. Mais Ben, c'est le c'est 4 bien- et 5 novembre. Ben, donc c'est le 4 novembre, le samedi 4 novembre à 9h. Le 4 novembre au soir. Ouais, c'est ça. C'est que c'est cool. 4 novembre, ça se dit bien, hein? Ouais. Le samedi 4 novembre. C'est ouais. Yes. Ça a comme fait un fret après. Je dirais plus ça. Non, tu dis plus jamais ça. Non. Mais c'est sûr que vous avez l'inspiration geek, je veux dire, pour jouer de la musique de jeux vidéo, veux pas, tu sais, t'as eu c'est une clair. enfance heureuse, là. Ouais, ça nous arrive, ouais. Ben, t'as eu une enfance heureuse. C'est pas parce que t'as joué à des Hey. jeux vidéo que t'as une enfance heureuse. Non, Ben, ça dépend. Guillaume, il a eu son enfance en France. En partant, ça C'est part pas déjà très mal. heureux. Ah, j'avoue. C'est pas le même bonheur. Du coup, c'est pas... Non, C'est le bonheur, mais avec un accent, tu vois. Ça, c'est bon. Mais ça fait combien de temps que t'es arrivé au Québec, en fait? Ça fait 4 ans. Ok. À peu près. Puis en fait, c'était avec l'école, là, c'était un peu fou comme concept, là, mais j'étais à Supinfo, puis c'est une école où à un moment donné, là, à condition d'avoir déjà mis un peu d'argent de côté, mais tu tournes une map monde et puis tu peux te poser dans un campus un peu partout. Mhm. Parce qu'ils en avaient quand même une cinquantaine. C'était vraiment cool comme concept. Et puis moi, j'ai choisi Montréal, là, parce que c'est une place qui fait beaucoup rêver les Français, justement. Là. Puis une très très bonne occasion de découvrir. Après ça, je suis rentré, puis je voulais revenir, et puis je suis revenu. Et puis je m'attendais pas du tout à ça, honnêtement, là. Si on m'avait dit que 3-4 ans plus tard, là, je serais serais encore dans un ça. groupe et puis que je me retrouverais à jouer à des places comme le Tacuton au Palais des Congrès et tout, là, non, C'est je m'attendais nice. pas à ça, à sortir un album et tout. C'était déjà quand on a parlé du groupe au début là, je pensais même pas que ça allait être faisable parce que on a quand même tendance à être pas mal occupé, à vouloir se lancer dans plein de projets. Puis c'était ça la difficulté, d'être capable de se voir au moins tous une fois pour lancer un petit peu les choses. Et puis en fait après ça s'est tellement enchaîné rapidement que même la première pièce qu'on a enregistrée en studio là, c'était début juillet. Je veux dire, on existait depuis vraiment pas beaucoup de temps. Puis on est tombé sur une super occasion avec Nicolas Tomaro. Je sais pas s'il entendra ce podcast, mais si c'est le cas, bonjour Nicolas. C'est grâce à lui qu'on a pu enregistrer tout l'album. Et puis c'était une super bonne occasion. On existait à peine, mais lui, comme il voulait se lancer aussi, ça lui a permis de justement apprendre, découvrir un petit peu en même temps que nous et tout. Donc c'était vraiment super sympa. Et puis on a pu quand même monter un album en pas beaucoup de temps avec une super bonne qualité et tout, ce qui est assez fou. J'en parlais à d'autres personnes qui sont dans des groupes, même en France et tout, et puis trouver un studio pour enregistrer là, c'est quand même un énorme investissement. Puis c'est pas facile à trouver là, parce que à moins d'avoir des relations et tout à droite et à gauche, comme ça prend du temps, parfois faut louer une journée entière pour pouvoir faire même 3 minutes de musique. Donc, enfin bon, c'est C'est beaucoup de travail, même si Ouais. un album dure 40 minutes. Ouais. Il y a beaucoup plus que 40 minutes de travail derrière tout ça. Ben oui, ben oui, ben tu sais, il y a oui. des gens, Ben non, mais il y a des gens oui. qui le savent pas, là, mais. Ça nous a pris un an à enregistrer l'album. Évidemment, on a tous des jobs de jour. On n'est pas des musiciens à temps plein là, parce que il faut vivre au Québec de musique de jeux vidéo. Mais- Déjà vivre de musique au Québec, plus de jeux vidéo, Ouais, c'est un autre c'est ça. palier. Ouais, là, c'est ça. tu sais. Puis on a bien juste un an et demi encore sur la cravate, mais ça nous a quand même pris un an à faire là, de fin de semaine, de soir, tout ce qui était. Premièrement, il a fallu écrire toutes les tunes, comme on a dit après le Tacuton, là, on a eu le Geekfest, il a fallu écrire l'autre moitié des tunes, après ça choisir les tunes, après ça les pratiquer, après ça décider qu'est-ce qui va aller sur l'album, qu'est-ce qui ira pas sur l'album, puis après ça on se dit si cette tune là sur l'album, est-ce qu'on change des choses dedans pour que ça soit plus album friendly ou pas? Après ça, il a fallu aller les enregistrer. Après ça, il y a eu toute la post-prod. C'est quand même un long travail. C'est un très long travail. Puis jouer sur scène puis jouer en studio, c'est Ah, c'est Ben non, c'est complètement sûr, c'est différent. deux affaires complètement différentes. c'est là. tellement différent parce que des fois là, tu joues quelque chose là, 99.99 parfait en studio. Puis là, t'es comme, hey, si je suis On donc est ben bon. Ouais, c'est ça. Puis là, tu l'écoutes puis t'es comme, il faut que je le refasse. Ouais. Et d'ailleurs, on a dû se calmer un petit peu parce que par moments, ça donnait des billes. Là, on n'aurait jamais rien sorti si on s'était vraiment attardé sur tout ce qu'on Ouais. voulait peaufiner. Mais Faut pas être trop c'est- perfectionniste. non, exactement. Mais c'est ça aussi qui fait que l'album est quand même un peu humain aussi. Là, je veux dire, c'est un des points que j'aime quand même beaucoup, c'est que même si on est en studio, qu'on peut reprendre les affaires 25 milliards de fois, il y a un moment donné où c'est bien aussi de se dire non, elle est bien comme ça aussi. Mhm, Et je suis content ouais. avec ce que j'ai fait. Mais en studio, justement, vous enregistrez-tu comme tout le band en même temps ou instrument par instrument? Ça dépend desquels. Ouais, c'est Par exemple, il y en a une qu'on a enregistrée qui sonne quasiment live, c'est Bowser, justement, l'avant-dernière Ouais, de ouais. l'album, là. Et en fait, moi, c'est aussi une de mes préférées de l'album parce que je trouve que c'est celle qui vit le plus. Parce que ça se voit justement qu'on était tous ensemble. En plus, pour l'anecdote, la moitié du groupe revenait d'un festival de musique électronique de la fin de semaine. C'était le Pique-nique électronique? Non. Non? non, c'était Timeless. Ok. Donc c'était quand même vraiment gros. Puis on avait joué de la musique complètement différente. On avait joué jamais avec du monde et tout. Enfin, c'était super sympa. Puis là, on revient le lendemain, boum, studio, Bowser. On était quand même un peu fatigué aussi, là, mais je veux dire,
vraiment motivés pour jouer. Et puis justement le fait d'être ensemble et pas juste chacun séparé, enregistrer les tracks et tout indépendamment, c'est vrai que ça fait quand même vraiment plaisir dans ces cas-là. Moi je trouve ça plus amusant, c'est plus ça ma conception de la musique. Mais c'est vrai que c'est aussi un bon travail d'être capable de se dire ok, là par contre je vais travailler avec un clic, je vais enregistrer ma partie, ensuite on va rajouter d'autres affaires en même temps. Alors souvent, parce que souvent on commence en fait par la batterie, mais ce qui se passe c'est qu'on fait souvent jouer une ou deux autres personnes avec moi, par exemple la basse ou la guitare, pour être capable justement de non seulement de se repérer, mais pour avoir un minimum de feeling aussi, parce qu'en fait c'est ça qui est important justement pour être capable de jouer. Surtout pour le drum juste seul, c'est un petit peu plus difficile justement de te mettre dedans, j'imagine. Là. Ça je suis bien d'accord. Puis c'est ça que j'aime bien en fait, c'est que j'aime pas jouer spécialement tout seul. Si je joue, c'est pour jouer avec du monde et pour entendre le résultat final. Donc généralement c'est un peu justement ça que j'aime bien avec jouer de la batterie en orchestre aussi, c'est que on s'habitue à écouter les autres et à se forcer justement à jouer avec des nuances, avec des effets comme ça. D'ailleurs je compte plus le nombre de fois où Julien m'a dit d'arrêter de faire des nuances parce que bah, apparemment faut pas en faire quand on joue de la batterie en groupe là, mais en tout cas c'est ça qu'elle fait aussi comme process. Ça déstabilise un petit peu les autres, j'imagine. Ça déstabilise et puis c'est pas forcément naturel. C'est pour ça que souvent dans un groupe justement on compresse beaucoup la musique. Il y a une réadaptation, j'imagine là, de... Bah pas que, mais ce que je veux dire c'est que même dans le résultat quand on l'écoute, on veut souvent compresser la musique pour la rendre plus linéaire en fait, pour faire en sorte que le volume sonore soit pas trop inégal. Et puis souvent quand on a des effets qui sont trop doux, etc., on va avoir tendance à les remonter un petit peu pour pas les perdre dans le mix final. Donc c'est aussi une autre façon d'écouter la musique et tout, mais c'est vraiment intéressant. Moi c'était ma première expérience en studio, vraiment j'avais déjà enregistré de la musique, mais c'était plus chez moi pour bricoler des affaires, ou avec une batterie électronique, ça a vraiment rien à voir. De ce que tu parles, Guillaume, ça dépend aussi beaucoup du style de musique qu'on fait. Oui, bien sûr. Si tu vas mettons enregistrer un groupe de jazz, le drummer il va faire des nuances à pu finir là, puis chaque coup de la nuance va être calculée, tandis que dans un groupe qui fait de la musique qui s'apparente au rock, entre le rock puis le métal, c'est beaucoup plus compressé, puis pour aller chercher le style puis l'essence en arrière de la musique, ben il faut la jouer comment je veux pas dire de la bonne façon parce qu'il y a pas une bonne façon, mais de la façon qui était entendue. Exactement, ouais. faut le jouer avec l'énergie puis avec la volonté d'un drummer rock, tu sais, fait que quand un batteur comme Guillaume, quand il a commencé au début, qui est habitué de jouer avec un orchestre de 50 musiciens, où il y a pas personne qui est miké, puis tout le monde est sur une scène, le drummer, il faut qu'il joue vraiment pas fort, parce que surtout qu'il joue un petit peu fort, il va enterrer tout le monde. Même si on met des micros aux autres d'ailleurs, hein, j'ai déjà essayé, je peux enterrer un orchestre sans aucun problème. Puis là, on arrive dans un groupe rock, puis nous, on craint nos amplis à 11, tu sais, puis lui, il fait son petit beat tranquille, puis on est comme, ça marche pas, parce que même nous, quand on joue, il faut qu'on s'appuie sur le drum, puis il faut notre énergie qu'on dégage, elle vient de quelque part, tu sais, puis elle vient on se la transmet entre nous, entre les musiciens, puis s'il y a un des 5 musiciens qui joue pas dans le style, ben ça va paraître. T'sais. Non, c'est parce qu'au début, quand tu parlais de nuances, je pensais que tu voulais dire faire des variantes un peu dans ce qui est dans le track qui était prévu. Fait que là je pensais que c'était que là tu partais puis finalement sur un petit riff improvisé. Ah non, ça y en a partout. Ça je voulais voir, ça déstabilise un peu le monde parce que comme attends un peu qu'est-ce qu'il fait, OK, ouais, puis là t'essaies de le suivre. Je pense que c'est ça que tu voulais. Non, en fait ça pour l'anecdote, c'est vraiment un point qui me hante, c'est que je déteste quand j'écoute un drummer qui fasse exactement la même séquence, mettons un 8 mesures avec le même riff à la fin tout le long. Moi, je me mets toujours à la place de la personne qui va écouter et je me dis, ok, qu'est-ce que j'aimerais entendre à quel moment? Et puis, la difficulté, c'est de trouver un bon compromis pour pas trop remplir non plus, là, pour pas tomber dans le syndrome que décrivait très bien François Pérusse, d'ailleurs, avec son mini-sketch là-dessus. Je sais pas si vous le connaissez, mais en tout cas, peu importe, ça vaut le coup. Mais ça me devient ça vaut le coup aussi. On s'est souvent moqué de moi, justement, avec ça, parce que souvent, les batteurs, c'est qui tout double, c'est soit ils jouent un petit truc, poum, tchac, et puis, ils font ça tout le long. Soit ils vont avoir tendance à beaucoup trop remplir et ça devient insupportable pour tout le monde parce que c'est juste un long solo de drum avec parfois d'autres affaires qu'on va entendre. C'est ça, j'allais dire, c'est un peu la même chose pour à peu près n'importe quel instrument, en fait. Ouais. Faut savoir, tu sais, quand t'es en groupe, faut savoir doser, parce que tu sais, c'est comme un guitariste pourrait partir sur un solo tout le temps, comme remplir, puis là, t'es comme à un moment donné, il laisse la place aux autres, ou tu sais, à un moment donné, ça devient agressant quand c'est tout le temps, comme un espèce de... Ça dépend, il y a des tracks qui sont faits pour faire un solo, là, je veux dire, quand c'est ça qui est prévu, là, mais... Ben, la musique, c'est un art, hein, puis c'est vrai pour tous les groupes du monde entier, et tous les auteurs et les compositeurs et les écrivains de ce monde. Faut savoir doser, c'est super important, parce que c'est comme si,
une peinture, tu sais, faire un parallèle avec un peintre, là, le peintre, il prend toutes ses couleurs, puis il met toute sa peinture, puis il load ça comme chaque pouce carré, ben c'est pas une peinture, ça, c'est juste plein de couleurs comme à moins qu'il fasse de l'abstrait, mais ça c'est autre chose, là, ça on appelle ça du free jazz en musique. Mais mais justement, il faut que tout le monde sache sa place, sache quand en donner et quand s'enlever. Puis ça, c'est super important parce que le musicien qui fait pas ça, vous me pardonnerez l'expression, on appelle ça de la masturbation musicale. C'est correct, c'est parfait. Parce que dans le fond, vous êtes quand même une équipe, je veux pas t'un band, t'es une équipe, puis sûrement tu veux laisser de la place à un moment donné à un collègue ou toi avoir de la place à un moment donné. J'imagine que dans les tunes que vous décidez, que vous choisissez pour les albums, il doit y avoir des moments que tu sais, mettons, ok, là, moi, c'est là que j'ai mon bout, pas solo, mais tu te mets plus en valeur, mettons, ton instrument à ce moment-là, puis c'est la même chose pour... Bien sûr. Puis il y a beaucoup d'échanges, en fait, même en pratique, c'est ça qu'on travaille beaucoup aussi, c'est le fait que, c'est quelqu'un, puis ensuite il y a un échange en même temps, parfois même dans la même mesure où ils vont se répondre. Il y a un passage en particulier qu'on travaille c'est une pièce qui est pas dans l'album, mais dans F0, et puis il y a un passage où c'est vraiment cool parce que c'est le clavier qui répond avec la guitare, mais ça fait vraiment une montée avec tagada, 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 et puis c'est les deux qui s'échangent de chaque côté. Ça rend super bien. Pardon? Mute City? Oui. Oui. Et puis, il est fort quand même, je chante pas si bien que ça, là, c'est bien connu. Mais, c'est pas mal la meilleure de F0, là, je pense, la Mute City, là. Donc, c'est difficile de faire un arrangement de F0 sans la faire du tout. Parce que... Mais, non, c'est vraiment un point que je trouve vraiment cool à travailler, justement. Et puis, c'est un peu ça aussi où on retrouve le fait qu'on est tous joués dans des orchestres et qu'on a l'habitude on n'est jamais la vedette du début à la fin, là, dans un orchestre. C'est déjà bien dans un concert quand on arrive à avoir 10-15 secondes on a la possibilité de s'exprimer un petit peu plus justement parce qu'on est il y a moins de monde pour remplir. Donc il y a des fois où ça se retrouve aussi ne serait-ce que dans l'écriture aussi parce que on écrit tous nos arrangements et puis d'un arrangeur à l'autre, ça change complètement aussi le feeling aussi, on va entendre d'autres couleurs, d'autres instruments. Non, parce que c'est sûr, parce que dans une orchestre, c'est plus comme si tu faisais partie d'une entité générale, tandis que d'un groupe, au moins, tout le monde a un petit peu son petit moment de gloire. Là, mais c'est surtout qu'en orchestre, il faut faire partie de l'entité. Parce qu'en fait, si quelqu'un essaie d'en ressortir, ça brise absolument tout. Oh, oui. Ça gâche l'unité. C'est un peu comme quand on essaie de tous faire un espèce d'effet de crescendo. S'il y en a un qui joue pas le jeu, ça casse tout. Petite dédicace à Jonathan, justement, là, s'il nous écoute un jour, mais c'est notre chef. Et puis, oui, c'est ce qu'il nous répète tout le temps. Et il a raison, c'est du travail d'équipe. Et puis, c'est le cas. La seule chose, c'est qu'une équipe de 50, c'est parfois plus difficile à diriger que quand on est un groupe, là. Mais, comme Guillaume, il dit, c'est vu qu'on vient tous d'un milieu classique, on a tous un petit peu cette mentalité-là de laisser la place aux autres. Puis c'est vraiment le fun parce que dans le passé, j'ai joué dans d'autres groupes. Moi, je suis, comme Guillaume disait tantôt, je suis le membre qui a eu d'autres expériences de groupe avant dans son jeune temps. Là. Puis j'en ai eu certains, puis là, j'en vise pas personne en particulier, mais j'en ai eu des musiciens qui voulaient juste comme être en avant puis shiner. C'est pas comme ça que tu fais de la musique le fun, ni pour le groupe, ni pour les gens dans l'auditoire. Au final, il y a juste toi qui as du fun, puis c'est pas ça la job là, c'est pas de la description de tâche. Puis c'est ça qui est c'est une des choses qui est vraiment trippant à jouer dans Tortuga, entre autres quand on est sur scène puis on joue la musique, puis ça c'est des choses que les gens ils pensent pas tout le temps, mais on joue la musique qu'on est habitué de jouer sur la scène, mais il faut aussi qu'on bouge, faut aussi donner un show visuel sur la scène, puis la façon qu'on bouge, toute la mise en scène qui est sur la scène, c'est des choses qu'il faut qu'on pratique avant, c'est des choses qu'il faut qu'on se dise hey, à tel moment je vais faire ça puis tout, parce que oui, il y en a beaucoup qu'on improvise, mais en général, on peut pas juste rester là, pas bouger puis jouer. C'est ça, on peut pas juste rester là, être planté comme un piquet puis jouer puis pas bouger, puis ça donnera pas un bon show, le monde va s'en aller. Faut que t'occupes la scène, c'est un souci, comme tu disais tantôt, du studio puis de la scène, parce qu'en studio, tu vas plus te concentrer sur ta job, de faire la musique. Puis quand t'es sur scène, faut que tu donnes un show, faut que ça soit intéressant, c'est plus théâtral. Exactement. Puis ça se pratique aussi, là, parce qu'au début, tes premiers shows, tu dois être plus nerveux, tu bouges un peu, mais tu veux pas trop bouger parce que première scène à l'Otakuton dans une salle énorme avec une scène qu'on savait même pas quoi faire avec tellement elle était grande. Là, on rentrait à 9 sur la scène parce qu'on jouait les deux groupes ensemble. Donc c'est dire à quel point la scène faisait un peu immense quand on était juste le groupe dedans, mais c'est aussi un bon challenge, et puis c'est là où on voit la progression aussi. Parce que c'est une assez grande salle là où au Palais des Congrès, c'est vraiment très grand. Puis quand on est sur la scène, puis ça c'est l'autre chose, on dit le studio puis la scène, mais il y a quelque chose qui est entre les deux, qui est nous quand on pratique. On pratique au moins une fois par semaine en général, puis quand on pratique, généralement, ben on est en rond puis on joue nos chansons, mais on n'a pas tendance à pratiquer, à bouger, à sauter, à faire nos déplacements qu'on fait sur la scène. Là, on commence à les pratiquer un peu plus, mais tout band amateur qui commence, c'est pas le genre de choses qu'ils pratiquent en pratique. Non. Après ça, t'arrives sur un stage, puis t'es pas trop à l'aise. Puis où ce que je veux en venir avec ça, c'est que
c'est le fun dans Tortuga, tout le monde, à part Guillaume, il est assis au drum puis il bouge pas, mais les 4 autres musiciens, on a toute tendance à ben là, il y a telle personne, il va faire une passe cool, moi je vais me reculer, je vais le laisser s'avancer, puis je vais le laisser comme faire sa pose de rocker, puis faire son petit solo, puis après ça, il va se reculer, puis là, c'est moi qui va aller me rejoindre le claviériste, Olivier, parce que lui, il a un solo, puis je veux mettre en valeur le fait qu'il fait un solo, fait que je vais mettre à côté, puis je vais faire des thumbs up ou whatever, tu sais. Puis on est tous, je pense qu'on trippe tous plus sur les parties des autres que sur nos propres parties. Ah ouais, c'est ça, une bonne chose, c'est une bonne chose, même dans n'importe quoi d'autre. Je veux dire, tu fais partie d'un groupe d'humour ou d'un groupe de sketch, peu importe. C'est cool, parce que si t'es capable d'apprécier le travail des autres, ben, ça prouve déjà là que tu as une bonne équipe, probablement, puis parce que tu traites juste tes affaires à toi, qu'est-ce que tu fais dans un band, pars-toi une carrière solo. Exactement. Tu peux pas... Mais sinon, vos tunes, c'est comment est-ce que vous faites, vous choisissez laquelle vous faites? Il y a différentes façons de faire. Il y a des fois où c'est juste quelqu'un qui arrive avec un arrangement qu'il a écrit puis qui dit j'ai écrit ça, est-ce que ça vous tente? Il y a d'autres fois où on dit aussi qu'est-ce que ça vous tente de faire et puis à ce moment-là on se fait un espèce de petit planning. Là, c'est ce qu'on a fait dernièrement justement. On a dit ok, qui veut travailler sur quoi? On va les écrire, et puis une fois qu'elles seront montées, on va pouvoir voir justement si à quel show on va les monter et puis si on veut les mettre sur un prochain album éventuellement aussi. Parce qu'en fait c'est pas mal différent parce que live on a quand même souvent beaucoup de temps. 1 heure, 1 heure et demie. Par contre, pour un album, on est obligé de sélectionner un peu plus. En plus, ce qu'on n'a pas dit, c'est qu'à la base, ça devait être juste un EP, ça devait être juste un démo, le CD. Donc, on devait avoir 3-4 tunes. Donc, juste pour les choisir, là, ça a été quand même assez difficile. Je vous laisse imaginer. Un combat de gladiateurs à mort entre 5 personnes pour décider quelle chanson allait être sur le CD. Même 10, ça c'était devient difficile, ça. Ouais. On en a quoi, 22 d'écrits? 20? Ouais, c'est ça, 22. Je pense. Et puis on les aime toutes. Ouais, c'est aussi bête que ça là. Donc on a quand même essayé de prioriser celles qui n'étaient pas des covers parce qu'on en a fait 1 ou 2 comme Those Who Fight Forever par exemple. Mais on essaye plutôt de mettre l'accent sur celles qu'on a arrangées nous-mêmes ou qu'on a complètement changées là, comme Stranger I Remain qu'on a enregistré avec chanteuse et tout, alors que c'est une pièce presque électro, un peu électro-métal à la base. Donc celle-là ça apportait vraiment quelque chose de la refaire, mais sinon le processus c'est vraiment si quelqu'un a une idée de quelque chose, il le lance et puis c'est parti et puis Ça passe pas avec le reste du band. Puis, pour le moment il y en a aucune qui est pas passée. honnêtement. En fait, puis ça dépend aussi ça dépend de la situation dans laquelle on est. Comme par exemple, le Taquito est fini, on commence, on s'enligne à jouer pour le Geekfest. Je parle de l'année passée. Puis on nous demande de composer peut-être 10 tunes de plus en dedans de 3 mois. Ben dans ce temps-là, on s'assoit ensemble puis on se dit bon ben là il faut écrire 10 tunes. Quelle tune est-ce que vous avez le goût qu'on joue? Ok, ben j'ai le goût de faire Donkey Kong, F-Zero, Halo, Castlevania. Ok, bon qui a envie d'écrire quoi? Parce qu'il y a jamais personne qui va écrire une tune qui a pas envie d'écrire, ça va donner un résultat de marde. Ouais. Donc on se dit ben moi je trippe sur Castlevania, je vais faire un arrangement de Castlevania, alright. Fait que puis ça va surtout pour revenir à un point que Guillaume disait un petit peu plus tôt, le temps qu'on a, parce que ben on a tendance à être occupé, on est dans d'autres projets, on fait plein d'affaires en plus qu'on a nos jobs de jour, donc le temps qu'on a, mettons moi j'ai un peu plus de temps, je vais écrire un peu plus de tunes ou des tunes un peu plus longues ou complexes, etc. On se dit ok ben telle tune elle pourrait être juste comme 1 minute et demie, juste on fait juste le thème principal, telle autre tune comme là la dernière tune qu'on a montée c'est un arrangement de Shovel Knight. Oh. Puis c'est une tune qui dure environ 5 minutes, ça passe par 4 thèmes différents. C'est un arrangement quand même assez complexe parce que Camille a pris le temps de mettre le temps dessus. Elle avait un petit peu de loose dans son horaire. Elle s'est dit, tabarouette, je vais mettre le temps là-dessus. Puis ça donne... c'est une bonne tune, ça, si vous avez la chance. On va la jouer au Geekfest, si vous êtes là. Ouais. Mais justement, Megaman 2, que vous avez sur l'album, il y a t'as la tune classique de Megaman puis t'as Dr. Willy Stage. J'ai vu que t'avais comme plusieurs trucs dans la même tune c'est vraiment bien fait en plus là. Parce qu'au début j'étais comme c'est plate qu'il ait pas joué la tune de Dr. Willy, j'étais comme déçu. Pas déçu de la tune, elle est bonne, mais j'étais comme c'est une de mes préférées. Puis là quand la tune avance, tu l'entends, puis je suis ok, ils ont rentré un arrangement là, c'est cool. Dr. Wiley, en fait le Megaman 2 elle a un cheminement un petit peu spécial parce que moi, quand j'avais 15 ans, mon rêve, c'était de jouer dans un groupe de musique de jeux vidéo, de rock. Okay? C'est vraiment ça que je voulais faire. Puis depuis le temps, j'ai fait plein de bands, mais j'avais jamais fait ça. Une fois, on a essayé de le monter, puis ça avait pas marché. Puis là enfin, avec Tortuga, le projet est en vie, c'est le fun. Mais quand j'avais 15 ans, j'avais commencé à écrire des tunes. Puis je n'avais écrit 3 pour un groupe de musique. J'avais écrit Kirby, comme j'ai dit tantôt. J'avais écrit Castlevania. Puis j'avais écrit Megaman 2. Laquelle de Castlevania? C'est celle que nous on joue en ce moment. Là, okay. C'est le thème principal de Castlevania. 4, je pense. Non, le 4, il reprend la musique du 1. Fait que c'est le thème. Anyway, parenthèse, notre arrangement de Castlevania va sûrement changer un peu. Il va sûrement devenir un peu plus élaboré avec plus de thèmes bientôt. Et une fin.
Ouais, et une fin. Ouais, Ça va-tu être au Geekfest aussi? Peut-être. Ça s'en vient. Parce que c'est vraiment pas long, fait que tu sais, ouais, c'est ça. Peut-être. C'est à rester à l'affût pour ça. Mais Megaman, j'avais écrit du début juste avant Dr. Wily, dans le fond, tout ce qui est Megaman 2, l'intro, j'avais tout écrit ça, puis j'étais semi-satisfait de mon arrangement parce que je trouvais qu'elle finissait mal, puis il manquait quelque chose. Je pensais faire d'autres thèmes de Mega Man 2 parce que c'est un de mes jeux préférés. Mais j'avais laissé ça de même, puis pendant comme 10 ans, j'y avais pas retouché. Puis là, avec Tortuga, on s'est dit, on va faire une tune de Mega Man 2. Je dis, ben moi, je vais ressortir ma tune. Puis là, mais là, tout le monde avait envie de faire Dr. Wily parce que c'est la tune, c'est une tune qui bouge beaucoup, c'est une tune que tout le monde adore. Là, ben c'est ça, c'est iconique. Puis en même temps, tous les groupes qui font des covers de musique de jeux vidéo ont leur version de Dr. Wily. Ben oui. Je voulais pas faire un arrangement de juste Dr. Wily parce que c'est comme tout le monde. Puis je me suis dit, si on met les deux ensemble, non seulement ça fait premièrement, la tune est plus longue et plus intéressante, elle passe par plusieurs endroits. Deuxièmement, on a notre version de Dr. Wily. Puis troisièmement, ça fait une espèce d'intro à Dr. Wily. Puis oui. c'est le fun parce que, comme tu dis, les gens qui connaissent pas la tune, ils savent pas nécessairement qu'on va la jouer. Fait que il y a plusieurs personnes qui m'ont dit, comme toi, qui ont eu de la belle surprise de découvrir que ben vous avez fait cette tune-là aussi, ce thème-là aussi, ce qui est vraiment le fun. En fait, ça se mérite un peu. Ça me rappelle parce que il y a un point aussi, c'est que quand on a commencé Tortuga, on venait de faire un concert avec l'orchestre de jeux vidéo où on avait un arrangement de Dr. Wily qui était assez exceptionnel d'ailleurs parce que c'est quand même un thème qui est très très dynamique, très rapide et c'est pas forcément très facile à jouer pour un orchestre comme vous pouvez vous en douter. Et on était encore dans cette hype justement de ok, ça sonnait super bien avec un orchestre. Est-ce que on est capable de faire un peu une version qui nous plaît avec un groupe? Et ce qui se passe, c'est que pour pouvoir travailler ce genre de thème, comme ils sont quand même assez simples à la base, très efficaces, là, c'est vraiment pour ça que c'est cool comme musique, mais on peut pas juste faire la même chose en boucle pendant 10 minutes. Je veux dire, ça se fait là, mais on essaie d'avoir autre chose. Et puis justement, le fait de travailler avec une autre partie qui avait déjà été écrite, qui servait d'une très très longue introduction, ça a un côté un peu frustrant, mais ça fait que quand on arrive sur la partie qu'on attendait, entre guillemets, qu'on savait pas qu'elle allait être là, ça fait vraiment une bonne surprise, et puis, c'est, ouais, petit bonus. Justement, mettons, sur scène, c'est laquelle, j'imagine la réponse va être différente pour chacun de vous deux, puis difficile à dire aussi, c'est quelle, mettons, la tune que vous aimez le plus jouer? En live? Ouais. Oh, c'est une très très bonne question. Je pense que celle que je préfère, ça doit être Bowser, mais je suis pas sûr, parce qu'il y en a d'autres que j'aime beaucoup aussi. J'aime beaucoup Doom, en fait, ne serait-ce que parce qu'elle est quand même plus heavy et que ça change un peu de ce qu'on fait. Mais, ouais, je sais pas entre les deux. Mais, parce que Dan m'a dit que c'était correct si on faisait jouer des extraits. Oui, allez-y. Je me dis, on pourrait faire jouer chacun votre choix de... Ouais. Dans l'album, c'est Bowser, en tout cas. Bowser? Ouais. Moi, définitivement, sans aucune hésitation, c'est Mega Man 2, Dr. Wily. Okay. Premièrement, c'est une des tunes qu'on a le plus de réponses positives du public. Pas nécessairement pendant, mais après, les gens viennent beaucoup nous en parler, entre autres. Il y a d'autres tunes aussi. Puis, l'énergie qui est dégagée sur la scène, tu sais, on bouge là, quand on joue, mais on bouge selon l'énergie qui nous était dégagée du public, puis des autres membres du groupe. Puis l'énergie pendant Dr. Wily est tellement... on essaie de pas bouger des fois, puis on n'est pas capable. On saute, on tourne, on danse, Surtout le halftime à la fin, là, c'est à chaque fois un grand moment où tout le monde headbang, même sans s'en rendre compte, je veux dire, c'est quand même... On n'a pas le choix de headbang, ça, on n'a pas le choix. Moi, j'aime bien Megalovania, justement. Ben, toutes les tunes qui sont rapides, upbeat, un peu heavy, comme Megalovania, comme Mega Man 2, toutes ces tunes-là, c'est eux qui est le plus le fun pour moi à jouer, justement à cause de l'énergie qui est dégagée. Ça drive d'énergie sur scène. Ouais, puis, exactement. Dans un show, justement, le public doit être plus réceptif. Parce que tu peux écouter la musique puis juste enjoy, mais pour un band, si tu veux juste du monde te regarder fixe, c'est pas la même énergie que tu reçois. Ils ont du fun, mais ça paraît pas dans leur dans le... Tu vois, c'est spécial ce que tu dis parce que c'est quelque chose qu'on s'est toujours demandé en groupe. Qu'est-ce que les gens vont faire dans la salle pendant qu'on joue? Parce qu'on s'entend, tu vas voir un show de n'importe quel band que tu tripes. Qu'est-ce que tu fais? Ben, tu chantes les paroles avec le chanteur, puis tu sais, ok, oui, si t'écoutes du rock ou du metal, tu vas peut-être vouloir headbang, tu vas peut-être vouloir aller dans le mosh pit, whatever, mais sinon, tu vas quand même sauter sur place, tu vas crier, tu vas chanter. Nous, on fait de la musique instrumentale, premièrement, puis en plus, de la musique instrumentale de jeux vidéo. Les gens peuvent pas chanter. Est-ce que les gens vont danser? Non, les gens, est-ce qu'ils vont sauter? Est-ce qu'ils vont danser? Est-ce qu'ils vont... Puis, ben, au lancement, je pense
à notre lancement d'album, ça a été le show où ce que les gens ont le plus embarqué. Puis il y a eu 2 fois un mosh pit. Dont sur Kirby. What the fuck? Moi, je m'en suis même pas rendu compte, honnêtement. Je voyais rien. Il y avait tellement de fumée, il y avait tout le monde devant. C'est à la fin du show que j'ai Au découvert. pire, en plus, tu sais, je veux dire, c'est un peu la place pour ça, je veux dire. Mais le monde était malade mental. Puis oui, définitivement, le monde saute, le monde danse, le monde crie. Puis nous, on l'entend sur la scène. Quelle tune est les plus appréciées parce qu'on entend la réponse. Tu sais, on se met à jouer puis aussitôt que le monde ils reconnaissent la tune. Puis je te dirais, le jeu à date qui a la première place du plus de réactions du monde dans la salle, c'est Undertale. Ouais. Les 2 tunes d'Undertale qu'on fait, le Megalovania puis notre medley d'Undertale, le monde il chie à terre quand on la passe. C'est un bon jeu, c'est un très très bon jeu. Ouais, Puis moi, je suis un gros fan, fait que tu vois je suis content. qu'il y a une fanbase. Cool. Fait que, d'abord, on va prendre une petite pause, puis on va aller écouter, on va profiter pour faire jouer, justement, Mega Man 2 puis Bowser. Yeah! Dans le fond, pendant cette pause-là, on est en train de justement parler, qu'on se demandait comment est-ce que c'était arrivé que votre arrivée dans l'orchestre de jeux vidéo. Ben moi en fait c'était l'orchestre a vu le jour en 2008 et puis j'étais dans le fond quand j'ai fini le secondaire, je suis rentré au cégep en drum parce que je jouais un petit peu de drum pour le fun. Puis j'ai tout lâché ça bien rapide, mais dans le 1 an que j'ai fait au cégep, j'ai appris à jouer des percussions puis à lire la musique en percussion parce qu'au cégep, il te force à apprendre un deuxième instrument, puis les percussions, ça va avec le drum. Donc bref, j'avais appris un petit peu ça. Puis quand l'orchestre de jeux vidéo a été fondé en 2008, c'était un orchestre qui était relativement petit, comme tous les ensembles amateurs qui partent là, avec comme 20-30 musiciens là. Puis j'avais un ami à moi qui est encore mon ami d'ailleurs. Salut David, si tu m'écoutes de Berlin en ce moment. Il était percussionniste à l'orchestre de jeux vidéo parce que lui, il venait de l'orchestre de musique de film, puis les 2 orchestres étaient comme cousines dans le temps. Puis il cherchait des percussionnistes, puis ils m'ont dit viens, toi t'as déjà lu la percussion au cégep, ça te tente-tu de venir jouer avec moi? Puis moi j'ai fait je suis pas bien bon là, je connais pas ben ça là, j'ai jamais joué dans un orchestre. Puis il dit je vais te l'apprendre si tu le fly en jouant. Tu sais Bear With Me, là, c'était la première année de l'orchestre. C'était petit, c'était comme sketch un peu, puis c'était quand même un bon orchestre avec un bon niveau, mais
Les règles étaient un peu lousses dans le temps. Donc, ils m'ont pris dans l'orchestre à condition que lui soit mon coach puis qu'il me l'apprenne. Donc, j'ai appris à jouer des percussions à partir de la première session de l'OJV. J'ai fait le premier concert avec eux. Je suis resté là pendant 2 ans. Après ça, j'ai quitté pour faire d'autres choses. J'ai aidé à fonder un autre orchestre sur la Rive-Sud. J'ai joué là pendant 5 ans. Puis je continue à jouer des percussions ailleurs depuis. Puis récemment, là, 2 ans, l'OJV a dû changer de chef d'orchestre. Il y a eu des restructurations. Puis il y a eu des gens qui sont partis. Il y a eu des postes qui se sont ouverts. J'ai appliqué. Je suis retourné jouer à l'orchestre pendant un autre année et demie, 2 ans. Après quoi, il a fallu que je quitte encore là pour des raisons d'horaire et tout ça. Et puis là, on a fondé Tortuga, donc je mets plus de temps personnel sur Tortuga que d'autres choses. Mais en même temps, ça doit être plus fun, ça doit être plus motivant de jouer dans un band que dans un orchestre, I guess. Alors ça, je te dirais que ça dépend. Parce que quand tu vois... avec l'orchestre, on a été joué à la Maison Symphonique, et puis jouer à la Maison Symphonique remplie avec 2200 personnes, même si t'as un coup de triangle, ouais. Crois-moi que ça vaut le coup. Honnêtement, là, juste pour rentrer sur scène, tourner autour de toi et voir du monde partout, c'est le genre de moment que... ça vaut le coup de le vivre au moins une fois dans sa vie. Non, c'est ça. Et c'est vrai qu'avec un groupe, avant d'en arriver là, ça prend encore un petit peu de temps. Ouais. Encore là, l'OJV, ça leur a pris quasiment 10 ans pour se rendre à la Maison Symphonique. Exactement. Peut-être nous, le Centre Bell dans 10 ans, je sais pas. Parce que dans le fond, d'un point de vue extérieur, puis je suis probablement vraiment dans le champ, vous me mettrez à ma place si c'est pas ça, mais j'ai l'impression que dans un orchestre, t'es plus comme un employé, entre guillemets, que t'as pas vraiment ton mot à dire, tu fais ce qu'on te dit, tandis que dans un band, c'est plus organique. Alors, oui, mais c'est entre guillemets moins vrai pour la batterie dans le sens où souvent les partitions sont plus des guides. En tout cas, moi je les prends plus comme des guides et j'en profite pour improviser un peu plus dedans. Donc c'est souvent plus libre aussi. Okay. Je pense que c'est un des rares instruments avec lequel on peut se permettre d'improviser. C'est un peu comme des partitions de Mongo. Ok, on peut écrire ce qu'on veut là, mais dans la pratique, ce qui compte, c'est que quand la personne joue, ça aille avec le reste et puis qu'on entende bien et que ça sonne. Donc peu importe ce que tu joues, tant que c'est dans le style, tant que c'est dans le feeling, bon rythme, tu peux faire ce que tu veux. Donc percussion, on est entre guillemets privilégié par rapport à mais là, ça. Tu parles de la batterie, mais n'importe quelle autre percussion. N'importe quelle percussion. Si tu joues du xylophone, du vibraphone ou des timbales, c'est rare qu'on improvise. On s'entend aussi un solo de triangle, là, c'est pas très. Ça peut être très difficile. Ouais, c'est ça. No shit. Ça a pas l'air. Ouais. Tu joueras la partition triangle dans Don't Be Afraid, la tune des combats de Final Fantasy VIII, là, puis on s'en reparlera. Okay. Non, je dis pas que c'est simple, je dis juste non, mais... un solo de triangle, ça se peut dessus. Ouais, ça se peut. Ça se peut. Okay. Mais c'est étrange que ça je veux voir ça. Mettez-en un à vos joues, les gars, là, ça. De l'autre côté, pour répondre, de l'autre côté de ta question, tu parles de la différence entre l'orchestre et le band. L'orchestre, tu vas avoir 30, 40, 50, des fois même 60 musiciens. Évidemment, les décisions administratives peuvent pas se prendre avec tout le monde. Donc, à chaque année, il y a une assemblée générale. On vote un conseil d'administration, puis le conseil d'administration décide pour l'orchestre. Le band, on est 5. Fait qu'on est comme de facto un conseil d'administration ensemble. Donc, toutes les décisions qu'on a à prendre administrativement ou monétairement ou logistiquement, on les prend ensemble parce que on gère le band ensemble. Dans un orchestre, dans cette optique-là, non, on n'a pas notre mot à dire, on suit, on se fait donner des partitions, on les joue du mieux qu'on peut, puis au final, ça donne un résultat. Il y a quand même, justement, l'orchestre de jeux vidéo, c'est un petit peu différent aussi parce que comme ce sont des passionnés qui jouent, ce qui se passe, c'est que ils veulent quand même participer aussi. Donc en fait, pas tout le monde là, mais pour une bonne majorité des musiciens veulent décider de ce qu'ils vont jouer aussi. Donc il y a quand même une bonne volonté d'écoute aussi. Et l'orchestre a même mis en place des assemblées générales artistiques pour dire aux musiciens, ok, vous voulez jouer quelque chose, allez-y, proposez-le, montez-le. Et c'est un peu particulier aussi. C'est le premier orchestre que je connaisse qui fasse ça. Mais justement pour faire en sorte que les musiciens soient pas juste des gens qui arrivent, qui jouent un truc comme ça. Si quelqu'un a quelque chose à dire, il est aussi invité à proposer. Et puis, c'est comme ça qu'il y a des pièces qui ont été choisies, qui auraient jamais été choisies en temps normal. Comme on a joué un arrangement de Conker's Bad Feudal qu'avait écrit Julien justement pour le concert Nintendo 64. Le slow piano, c'est le genre de slow piano, oui, pardon. À la base, c'est le genre de pièce que personne n'aurait nécessairement pensé à proposer. Je veux dire, un responsable d'orchestre, ok, qui va proposer une pièce qui parle de caca. Bon, on s'entend que c'est quand même pas. On savait pas trop quoi faire avec ça à la base quand elle a été proposée, mais ça venait d'un musicien et puis t'étais pas dans le conseil d'administration et c'est quand même passé, on l'a fait et puis ça a donné que on l'a même refait à l'Otakutan après. Donc je veux dire, les musiciens ont quand même leur mot à dire aussi. Donc c'est un petit peu c'est ça qui est bien aussi en tout cas avec cet orchestre là et c'est ça que je trouve qui est vraiment le fun honnêtement. Puis, ouais. Mais il n'empêche que je suis d'accord que quand on est dans un groupe, quand on fait quelque chose,
bah on a quand même, mettons, un 15-20% de ce qui est produit qui vient de nous aussi, donc c'est vrai que la gratification est quand même différente. C'est pareil, quand des gens viennent vous écouter, quelque part on se dit qu'ils viennent t'écouter toi aussi. Et on a tous un petit côté un peu égoïste aussi qui veut qu'il y ait des gens qui viennent nous écouter en particulier, alors que dans un orchestre on est un peu noyé dans la masse. Ce qui est normal, ça fait partie de... Les seules personnes qui viennent t'écouter dans un orchestre, c'est tes parents. c'est un peu vrai, je pense. Bah, pas avec l'orchestre de jeux vidéo. Non. Justement, il y a plein de gens qui connaissent personne, qui viennent juste, comme on a fait un concert Seigneur des Anneaux, là, il y avait plein de monde, c'était leur premier concert, c'était pas nécessairement ni des parents, ni des amis, et Non, puis... mais je voulais plus dire pour toi personnellement. Ah, pardon. Dans Ouais, un c'est orchestre, quand que des gens viennent pour toi personnellement, c'est des amis ou de la famille. Tandis que Ah oui, dans ce Dans le sens qu'il y a pas des fans, mettons, Oui, de oui. l'orchestre, pis ils disent, moi, c'est ces drummers-là, moi, c'est ce Non, pas à ma violoniste-là. connaissance. le quatrième, à la limite, c'est quand même... Le solide. À la le limite, soliste, le drummer peut-être, parce que Ouais. c'est tout le temps le même, mais tous les autres musiciens, non, en effet. Là. À moins que, genre, t'as été à un show de l'OJV, t'as spoté la violoncelliste cute, pis t'es comme, hey, moi, la prochaine fois, je vais y retourner parce que je veux m'asseoir à Ouais. côté. Bah, ça marche avec les parties solo, comme quelqu'un qui va chanter qui va chanter en solo à un moment donné, on peut avoir envie de dire, ok, si elle Ouais. revient quelque part, je veux la réécouter parce que c'est vraiment un élément qui va sortir, en fait, de l'orchestre. C'est ça. Mais on essaye justement de faire en sorte qu'il n'y ait pas de vedette. C'est aussi bête que ça parce que c'est frustrant un peu pour les autres aussi, Ah oui. hein, parce qu'on est tous là en tant que musiciens et tout, donc on essaie justement d'équilibrer un petit peu la balance. C'est pas toujours facile, là, mais... Parce que moi, la seule fois que j'ai vu un orchestre, justement, c'était Symphony of the Goddess, Ok, ouais. qui, eux autres, je pense, c'est de la Californie qui viennent. Je sais pas d'où ils viennent. Je pense que oui, c'est des États-Unis, définitivement. Ouais. En mais tout cas, je sais pas. ils font une tournée avec les musiques de Zelda. Ouais. Puis, ben, justement, j'allais pas là en me disant, la violoncelle, c'est malade. mais c'était vraiment cool. La seule affaire que je trouve dommage avec Symphony of the Goddess, puis ils sont vraiment bons, puis la musique qu'ils font est vraiment bonne, c'est juste qu'à toutes les fois qu'ils viennent, ils font le même show. Ils font les mêmes tunes. ouais. Puis là, ils reviennent cette année encore, puis c'est encore le même show. En tout cas, à moins que je me trompe, là, si je me trompe, vous me tirez des rushs virtuels. sur, Elle écrit sa page de Tortuga, s'il te plaît. En soirée. Ouais. Mais en même temps, je me dis, vu que, non, je sais pas. J'essayais de trouver de quoi à l'heure, entre guillemets, de défense, là. Puis il y a une autre chose aussi qui est bonne à savoir si vous êtes intéressé par la musique d'orchestre. Là. Je sais pas si Symphony of the Goddess le fait. D'après moi, oui, mais je sais que la majorité des gros orchestres internationaux le font. En tout cas, je sais que l'orchestre de Final Fantasy le fait, Distant World, oui. C'est que généralement le chef d'orchestre il vient, mettons, à Montréal avec le soliste puis le pianiste. Tous les autres musiciens, c'est des musiciens locaux engagés. L'idée, c'est que quand on est dans un orchestre, le but, comme disait Guillaume tantôt, c'est de ne pas nécessairement ressortir. Tu sais, mettons, tu joues, je sais pas, tu joues du corps français, vous êtes 8, tu veux pas qu'on entende toi plus qu'un autre. Le but, c'est que la section de corps français sonne bien entre elles. Chaque corniste sonne bien entre eux, puis après ça, que soit bien balancé, puis après ça, que la section de corps ensemble soit bien balancée au reste de l'orchestre. Fait que dans cette optique-là, si tu joues ton rôle correctement, que tu viennes des États-Unis, du Canada ou d'Europe, ça va sonner relativement pareil. Tu vas jouer ce qui est écrit sur la partition. Ce qui est vraiment important pour ce genre d'orchestre-là, en tout cas, c'est le chef d'orchestre qui va donner sa vision musicale, qui va donner des directions musicales aux musiciens pour s'arranger que ça sonne relativement tout le temps pareil. Question niaiseuse par rapport à ça. Moi, je me suis tout le temps demandé, le chef d'orchestre en tant que tel, sur la scène, je sais qui guide, je sais un peu, tu sais, je sais comment ça marche, tout, mais je me dis, à quel point il est utile quand ça fait 100 fois que tu joues la même tune? Alors, il est toujours utile parce que, alors, je parle surtout d'un exemple très simple, là, mais un batteur va souvent accélérer, ok? C'est un phénomène, Ok, fait qu'il va te j'y ramener sur échappe ton pas non beat. plus. Donc, quand il y a un batteur, il permet justement de le rappeler un petit peu à l'ordre, parfois même de le faire accélérer, là, pour ajuster le tempo, mais il est là comme référence et aussi pour un détail tout bête, mais on l'oublie complètement, ok? Quand un groupe joue quelque part, ils ont ce qu'on appelle des moniteurs qui leur permettent de s'entendre et d'entendre les autres. Quand on arrive avec un orchestre dans une salle, souvent on connaît pas l'acoustique de la salle. Puis c'est déjà arrivé même récemment avec l'orchestre, il y avait 2 solistes qui devaient jouer ensemble. Ok, c'est un duo là, à ce moment-là, c'est plus des solos, mais c'était un violoncelle qui était à un bout, qui devait jouer avec un pianiste qui était à l'autre bout de la salle. Puis à la maison symphonique, avec le délai qu'il y a, si les deux jouaient quand ils s'entendaient, ils étaient décalés en fait.
Donc le seul point de repère qu'ils avaient, c'était le chef d'orchestre. Et à ce moment-là, faut juste oublier ce qu'on entend et puis juste suivre la baguette et puis se dire, ok, j'espère que ça va sonner comme il faut. C'est que ça doit être mêlant, ça. En tant Et que c'est musicien, très Parce qu'il faut perturbant. que tu joues des synchros, là. Puis Faut que tu joues à synchrone. Puis en tant que musicien qui est habitué d'entraîner son oreille à écouter puis à se fier à ce qu'il entend, là, C'est horrible. vraiment mêlant. C'est vraiment, Ah non, c'est ça doit. dégueulasse. Et le pire, c'est que ça change à chaque salle. Donc en fait, tu pratiques dans une salle, t'arrives dans une nouvelle salle, c'est le jour du concert, donc déjà t'es un petit peu stressé, il y a le public, etc. Et en plus, t'entends pas la même chose que d'habitude. Alors en l'occurrence, la Maison Symphonique, c'était aussi une bonne surprise dans le sens où moi j'entendais des instruments que j'avais quasiment jamais entendu live, parce que d'habitude ils sont cachés un petit peu dans la masse, donc c'est vraiment le fun dans ces cas-là. Mais par exemple, à la salle Claude Champagne, où on a joué un concert nostalgique, il y avait beaucoup de batteries. Ce qui se passe, c'est que juste quand je jouais sur la hi-hat, j'avais un écho qui venait quasiment à tous les contretemps. En fait, quand je tapais juste les temps normaux comme un métronome, en fait, j'entendais un écho qui me répondait avec un demi-temps d'écart. C'était vraiment très perturbant. Il faut aussi se dire, ok, j'essaie de juste focus sur ce que je sais que je joue correctement, en tout cas j'espère. Mais l'intérêt, c'est qu'il est là aussi pour rassurer dans ces cas-là, de dire, ok, non, tu fais la bonne affaire. T'es pas complètement à la ramasse parce que sinon il te regarde, il te fait signe, il te fait des signes genre allô, qu'est-ce que tu fais? Il faut que tu sois à l'affût un peu de qu'est-ce qui Toujours. des signes parce Toujours. que juste te concentrer sur ton instrument, Faut toujours regarder en avant. C'est vrai que ça doit être ultra mélangeant parce que juste le délai de demi-temps, comme tu disais. Moi, j'avais mon set d'headphones à maison qui a comme un délai quand je parle, puis à un moment donné, j'essayais d'enregistrer de quoi, puis je m'entendais en même temps. C'est possible. Puis juste que je me réentende une fraction de seconde plus tard, là, j'étais pas capable de parler. J'étais même pas capable de parler. Fait qu'imagine, là, tu sais, j'imagine être sur scène en train d'essayer de jouer puis avoir de quoi qui te perturbe, là. T'as le réflexe de vouloir retomber sur le temps que t'entends un peu, puis ouais, non, En fait, ce qu'on dit souvent, c'est qu'en orchestre, ce qui compte le plus, c'est pas la complexité musicale, la rythmique, etc. C'est que l'orchestre soit ensemble. Ok? Et surtout en percussion, peu importe ce qu'on a à jouer, il faut que ça rentre, parce qu'il faut pas que les autres se décalent, parce que nous, on a voulu rentrer toutes les notes, et que on ralentisse tout le monde ou qu'on l'accélère, parce que parfois quand on est stressé on a tendance à accélérer. C'est débile, mais je sais que parfois quand on a quelque chose qu'on a du mal à jouer, on va le jouer trop vite, donc ça rend la chose encore plus difficile à jouer à la fin. Et puis en plus de la partie rythmique, bien évidemment il y a plus la partie nuance, mettons, etc. Comme on n'est pas capable de savoir ce qu'on va entendre, le chef est là aussi pour dire ok, ta balance elle est bonne, ou alors joue plus fort, joue moins fort, parce que nous on n'est pas capable de doser, parce qu'on a aucune idée de ce qui s'entend devant. Ouais, on n'en est pas dans la salle, on est sur le stage, puis le son est pas pareil. T'sais. Et en fait, c'est un peu le chef d'orchestre est un peu l'équivalent de musiciens qui vont jouer avec des moniteurs ou avec des in-ear quand on y regarde bien, parce qu'un groupe, le seul point de repère qu'ils ont, c'est soit parce qu'ils ont un métronome qu'ils entendent d'une façon ou d'une autre, soit parce qu'ils s'entendent les uns les autres. Mais en orchestre, tu peux pas avoir ça. Parce que, d'une part, tu peux pas dire que tu vas entendre 50 musiciens directement dans ta face, parce que tu comprendrais plus rien à ce qui se passe. Nous, généralement, on choisit, par exemple, moi, je vais entendre la basse, et puis je vais entendre le clavier, parce que c'est ça qui est important dans le show, entre guillemets. Et puis, désolé Julien, là, mais la guitare rythmique, malheureusement, on veut pas nécessairement l'entendre beaucoup, parce que c'est moins important mais la pour... guitare, elle s'adapte au reste, je pense. Exactement. Ouais. C'est plus par rapport au fait qu'on veut jouer ensemble et qu'on veut jouer comme un groupe et pas chacun dans son coin. En fait, c'est que c'est important d'entendre les autres membres du groupe. Et dans ces cas-là, il faut prioriser ceux qui te permettent d'être vraiment synchro et puis d'être capable de comprendre aussi c'est ça, je voulais dire. C'est pour ça que je voulais dire que tout ce qui est mélodique est moins important pour la synchronicité, je pense. Oui et non, parce que t'as besoin de savoir où t'en es aussi dans la musique. Donc si t'as pas la mélodie, tu te mélanges aussi parce que tu sais plus où t'en es. Ouais. Donc c'est important d'avoir les deux justement. Prends une chanson que t'aimes beaucoup, là, puis enlève la voix, puis essaie de savoir t'es où dans la tune. Ouais, c'est un peu ça le problème. Fait que la mélodie, c'est probablement en fait l'élément le plus important à entendre dans nos moniteurs. Mais dépendamment, tu es quel instrument. Si t'es l'instrument mélodique, ben tu veux pas entendre l'autre dude qui fait la mélodie avec toi, tu vas entendre la bass, puis tu vas entendre le drum, tu sais. Fait que c'est pour ça que sur stage, on a chacun nos moniteurs, ou presque, en tout cas quand on peut. Il y a un moniteur au drum en arrière, puis il y en a un devant chaque musicien, puis quand on fait le test de son avant le spectacle, on dit aux techniciens, ou quand c'est notre technicien à nous, ben elle le sait déjà, que mettons Guillaume dans son moniteur, lui, il veut pas m'entendre, ben en tout cas, il veut moins m'entendre, mais il veut entendre plus de Olivier puis de FX. FX, lui, il veut entendre un peu tout le monde. Moi je veux entendre tout le monde, sauf, tu sais, comme ça. Sauf que ça amène un autre problème, c'est que si on se promène sur le stage, ben des fois on perd. Puis ça, c'est quelque chose qui est arrivé à l'Otakuton la première année. Ah oui. C'est que le stage était tellement grand.
Puis les moniteurs étaient quand même assez espacés. Puis nous, c'était notre premier spectacle, fait qu'on a dit au gars de son, on n'a rien dit au gars de son, en fait, parce que il est arrivé des problèmes techniques, puis on n'a pas eu de test de son. On a eu un test de son qui a duré 2 minutes, qui a fait, est-ce que vos instruments marchent? OK, oui, on ouvre les portes. Puis là, on a ouvert les portes de la salle, les gens sont rentrés, on n'a pas eu de test de son. Fait que les moniteurs, ils sonnaient comme ils sonnaient. Puis il y avait une ligne distincte sur le stage, en plein milieu, là, une ligne sonore, que si tu la traversais, t'entendais plus ce que t'entendais de l'autre bord. Fait que moi, mettons, mon ampli de guitare est d'un côté de la scène, l'ampli de FX est de l'autre côté de la scène, qui est l'autre guitariste. Si j'allais de son côté, je l'entendais lui, je m'entendais plus moi. Si j'allais de mon côté, fait que c'était un peu... Ça a l'air niaiseux parce que tu regardes un groupe sur le stage, tu te dis, ils jouent de la musique, puis ils connaissent les tunes, ils connaissent, mettons, leur doigté sur leur guitare. Mais c'est tellement plus que ça. Faut jouer ensemble, faut pas accélérer, pas ralentir. Donc, faut que tout le monde s'entende, faut que tout le monde se voit, faut que tout le monde sache son où dans le tune. C'est toutes des choses que s'il y a une personne qui se trompe dans ou s'il y a une personne qui... Mettons, Guillaume... Ouais, ça fait un effet boule de neige. C'est ça. Mais Guillaume, son moniteur arrête de fonctionner, il entend plus rien, il peut juste plus fonctionner, puis nous, on peut pas fonctionner si le drum fonctionne pas, fait que ouais, en effet boule de neige, c'est un bon... Même si en vrai, justement, quand on est live, il y a des fois t'as pas le choix, donc même si t'entends plus les autres, tu fais comme si tu les entendais, tu continues pareil. La seule chose, c'est que t'essaies de les écouter différemment et de te recaler. Par exemple, tu regardes la position des mains sur les manches de la guitare pour essayer de trouver des points de repère. Tel bout, d'habitude, joue plus haut là, parce que c'était l'affaire. Exact. Ou dans tel bout, telle personne arrête de jouer, puis il y a juste lui qui joue pendant une mesure, puis tout. Puis pour faire un parallèle, c'est à ça que le chef d'orchestre sert exactement. C'est que si quelqu'un il commence à jouer puis il est pas à bonne place dans le tune, il commence 2 mesures trop tôt, il va lui dire yo, joue pas là, puis là c'est là que tu joues, versus comme quelqu'un qui, mettons dans un band, si moi j'ai un solo puis je le commence 2 mesures trop tôt, il y a pas personne qui va me dire yo, t'es pas à bonne place puis tu scrapes la tune, tu sais. Mais comment est-ce qu'il va faire, mettons, le chef d'orchestre, si c'est une personne qui est un petit peu upbeat ou whatever, pour dire toi, calme-toi, là, ou arrête. Comment tu sais qu'il parle à toi, pis c'est les signes qu'il fait en avant, là. Moi, je suis pas musicien, donc pour moi, c'est n'importe quoi, là. Mais ça me fait penser quasiment aux signes d'un coach de baseball, là, tu sais. En fait, ça travaille beaucoup avec le regard. Un bon chef d'orchestre est capable de faire partir un orchestre complet juste avec un clignement d'œil ou juste avec une respiration, parce que ça prend que on le regarde, il nous regarde, et à ce moment-là, on sait que, ok, il y a quelque chose qui se passe. S'il te regarde spécialement, c'est peut-être parce que t'as fait quelque chose de bien, c'est peut-être parce que t'as fait quelque chose de pas bien. Donc déjà, de base, ça attire ton regard, et à partir de là, tu regardes la battue, tu fais, est-ce que je suis avec lui? Oui, ok, c'est pas ça. Est-ce que j'ai pu faire une fausse note? À ce moment-là, tu t'écoutes avec les autres. Peut-être même, tu t'arrêtes de jouer. Si t'es dans une section où tu peux te le permettre, ça peut arriver aussi. Tu t'arrêtes, et puis, à la fois, un peu plus tard, là, t'essaies de trouver une technique justement pour voir si c'est toi qui a mal accordé ton instrument ou si t'es juste pas sur la bonne note, si ça peut être un dièse que t'as pas noté ou une affaire dans le genre. Donc c'est beaucoup de la critique personnelle en fait. Et puis il y a des fois c'est juste évident là, le chef il va te regarder, il va te faire non. Et puis là tu vas te dire ok je suis parti trop tôt. si t'es le seul à partir dans une section de 10 personnes, c'est peut-être que c'était pas le bon moment. Donc il y a quand même. Il y a aussi le fait que t'es rendu sur scène, ça veut dire que ça fait à peu près 250 fois t'as joué la chanson, fait que à quelque part t'as connais. Puis en général, quand un musicien rentre pas à bonne place ou joue pas la bonne note, généralement il va le savoir tout de suite parce qu'il va jouer, et puis là il va se rendre compte, puis il va faire puis il va arrêter. Puis ou à la limite, les autres autour aussi puis, ils savent. Oui. Puis les autres le savent, puis les autres autour, s'ils savent qu'eux sont en train de faire la bonne chose parce que ils ont, tu sais, des fois tu joues là, puis t'es concentré, puis il y a juste une bulle qui te passe dans le cerveau, puis tu perds ta concentration pendant 1 seconde, tu fais une fausse note, puis t'es comme ok là t'es complètement décalé. Si les autres ils sont encore concentrés, si le chef regarde une section puis il fait un signe, les autres vont savoir que c'est pas pour eux parce qu'ils vont savoir qu'ils font la bonne chose. C'est juste la personne. Puis généralement tu le sais tout de suite quand tu te trompes là. Le meilleur placé pour savoir, c'est encore nous. Après, il y a un dernier aspect aussi qu'on n'a pas encore évoqué, mais qui est vraiment important, surtout pour un orchestre comme l'orchestre de jeux vidéo. C'est que la musique de jeux vidéo, c'est de la musique qui a souvent été écrite pour des instruments qui avaient pas beaucoup de nuances. Alors, je reprends un petit peu ce qu'explique Jonathan à chaque fois qu'on fait des concerts ou qu'il fait des présentations à droite et à gauche, mais je suis d'accord avec lui que c'est vraiment important. Quand on a l'habitude d'écouter de la musique qui a été écrite pour une console 8 bits ou 16 ou qui avait quand même des sons assez restreints, assez limités, quand on veut la jouer en orchestre, on veut pas faire la même musique, mais juste avec plus d'instruments. Ce qui compte, c'est aussi d'être capable de dire, ok, maintenant, on est capable d'avoir de la musicalité, on est capable de donner une direction artistique, une direction musicale à tout ça, on va le faire. Et en fait, c'est en jouant sur cet aspect-là que le chef est capable de donner une autre dimension. Honnêtement, c'est quand même assez flagrant. Pour ceux qui connaissent l'orchestre de jeux vidéo depuis quelques années, si vous comparez les CD qu'on faisait il y a quelques années puis ceux qu'on fait maintenant, ça a complètement changé au niveau de l'écoute, je trouve.
Précisément parce que une même ligne peut être complètement linéaire, où elle peut avoir vraiment une direction qui va faire en sorte que la musique va vivre, va avancer. C'était particulièrement flagrant pour le concert du Seigneur des Anneaux, parce que c'est de la musique qui est quand même très 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 simple à la base, très épurée, mais très efficace. C'est des thèmes qui rentrent instantanément dans la tête, qui sont vraiment très très bien écrits, mais pour que ce soit intéressant à jouer et un peu plus à écouter encore, c'est intéressant de faire vivre tout ça, pas juste de le faire vibrer. Vous savez, il y a souvent des gens quand ils chantent, il faut qu'ils fassent des vibratos pour que ça sonne. Je parle pas juste de ça, là, c'est vraiment d'être capable de dire, j'ai une note qui est tenue pendant 4 mesures, je vais pas juste faire une note tenue, je vais prendre ma note, je vais la faire monter en intensité, puis ensuite je vais redescendre parce que je sais qu'il y a quelqu'un d'autre qui va jouer et qui a une note plus importante que la mienne. Et en fait, c'est tout ce jeu-là que le chef est là pour diriger, c'est que vous allez peut-être pas vous en rendre compte du côté du public, mais lui il va faire plein de petits signes, plein de petits gestes un petit peu subtils. Alors c'est souvent du travail préparatoire en fait, hein, c'est que pendant les répétitions, pendant les pratiques, il va dire OK, ici je veux tel phrasé, je veux telle affaire. Donc c'est souvent à faire avant, mais ça permet aussi de s'assurer que l'orchestre va suivre ses directions pendant le concert, parce que c'est ça qui est important en fait. Peu importe ce qu'on fait avant, ce qui compte c'est quand on soit devant le monde, là ça sonne comme il fallait. Donc le chef est là pour ça aussi. Et puis un dernier détail aussi, c'est que quand on a certains passages qui sont plus humains, par exemple avec des ralentis, des accélérations, des choses comme ça, c'est important d'être capable de faire en sorte que tout le monde suive le chef, qu'il puisse donner sa propre direction à un moment donné. Par exemple, surtout pour les fins, on peut faire des fins tellement classiques, tellement clichés pour n'importe quel piège, je veux dire, avec un ta 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 ta, et puis on s'arrête là. Est-ce que c'est intéressant? Oui et non, ça a déjà été entendu 25 milliards de fois. Donc peut-être que si le chef est capable de le faire à sa façon, avec d'autres nuances, avec une autre battue, avec une accélération au ralenti, c'est là où il est capable aussi de dire ok, là vous venez d'entendre quelque chose de différent, même si à la base c'est un truc que vous avez déjà entendu plein de fois. Là, c'est sûr que gérer des accélérations et des ralentis, ça doit être assez touché, que tout le monde se suive avec la même accélération, qu'il n'y en ait pas un qui part plus vite que les autres, puis là ça surtout qu'il suffit d'un seul qui se décale et puis ça s'entend. Ouais. Je veux dire, c'est vraiment très flagrant. Et puis Ben, tu parles de ça, mais justement tantôt on parlait de l'album de Tortuga, la tune de Bowser. Comme Guillaume disait tantôt, c'est la seule tune qu'on a enregistrée en jouant les 5 musiciens en même temps, à cause justement qu'il y a des ralentissements puis des accélérations dedans, puis on peut pas. En tout cas, on pourrait le faire au métronome, mais ça serait vraiment compliqué, ça serait carré puis ça s'entendrait. On a décidé de le faire tout le monde en même temps, même plus organique. Même à ce moment-là, il a fallu qu'un d'entre nous comme fasse le chef d'orchestre, pas avec ses mains, mais soit avec sa tête en hochant de la tête, ou en faisant un signe de yeux ou quelque chose. Il a fallu qu'on suive quelqu'un pour pouvoir être tout le monde pour vraiment locker ensemble, comme on dit, pour vraiment comme être verrouillé ensemble côté tempo, parce que sinon le danger qu'il y ait quelqu'un qui accélère plus vite que les autres, c'est 99%. Non, c'est ça. Ben, c'est ça qui est dur en plus, j'imagine, d'être plus t'es de monde, plus ça doit être touché là, d'être toute une unité qui sonne bien là. Ouais, mais c'est ça aussi qui fait que c'est fun à jouer, parce que quelque part l'intérêt de jouer de la musique, c'est pas pour la facilité de la musique, c'est pour ce que ça donne et puis pour le challenge qu'il y a derrière aussi. Donc si c'était juste on arrive, on joue une affaire et puis c'est comme si on n'avait rien fait, on n'aurait plus envie de jouer, là on s'amuserait plus. Donc mais mettons à public égal, vous aimez mieux jouer dans un orchestre ou dans un groupe? Bah moi je m'amuse quand même plus avec un groupe, honnêtement, parce que je suis pas obligé de retenir chacun de mes coups. C'est moi là, c'est un peu moi le chef d'orchestre aussi. Alors c'est des responsabilités en plus, mais je veux dire c'est quand même le fun rien que par rapport à ça. Et puis c'est quand même des partitions dans lesquelles on peut plus s'amuser techniquement, on peut plus remplir, puis percussion surtout, c'est quand même un domaine dans lequel c'est cliché, mais je veux dire il y a vraiment des partitions où t'attends 50 mesures, puis tu fais un petit glissement de one chimes, et puis t'attends 30 mesures, tu joues un coup de table, et c'est triangle ou n'importe quoi là, peu importe. C'est gratifiant dans le sens où ça fait partie d'un tout, mais j'avoue que c'est pas le jouer des grosses passes quand même vraiment le fun avec du monde et puis pouvoir jouer quand même franco, c'est non, définitivement en band aussi là. Moi je traderais jamais mon expérience en band pour 1000 orchestres, même pour l'OSM. C'est tellement différent et tout ce que Guillaume a dit c'est vrai, puis en plus on pense c'est niaiseux à dire, mais quand t'es sur une scène puis tu joues en orchestre, en tout cas pour moi personnellement là, quand je suis sur une scène je joue en orchestre, ben pour moi c'est comme une pratique mais avec du monde en avant. Tu sais, c'est comme ok, je rejoue ma tune, mais quand t'es sur une scène en band, premièrement il y a tout l'aspect mise en scène de bouger, de donner un show visuel que t'as pas en orchestre. Puis deuxièmement,
c'est de se dire, le monde qui sont là pour moi. Je veux dire, ils sont pas là pour moi personnellement. Dans un orchestre, t'es plus invisible. Ben, c'est ça. L'orchestre sont là pour voir 50 personnes, puis toi, t'es quelque part en arrière. Dans un band, il y a 5 personnes sur le stage. Fait que t'as 20% de chance que le monde vienne te voir, toi. C'est pas de même que ça marche. Je veux dire, le monde vient voir le groupe. Je comprends ce que tu veux dire. Mais toi, tu es le groupe, puis le monde vient de voir le groupe. Tu sais, c'est plus personnel, puis ça donne plus envie. En tout cas, moi, personnellement, ça me donne plus envie de m'investir sur la scène, puis de donner tout ce que j'ai, puis de vraiment donner un show pour que la personne s'en aille, puis fasse comme wow, Tortuga, c'est vraiment un bon show. Parce que si je peux donner tu sais, si je me mets à faire des folies puis à lancer mes baguettes de drum dans les airs en orchestre, le monde ils vont faire c'est qui lui, tu sais, puis c'est comme Il fait ça. c'est ça. Ça va plus être dérangeant, je pense. C'est exactement, on peut vraiment lâcher notre fou avec Tortuga. On peut aussi se permettre de faire plein d'affaires qu'on fait pas en orchestre, sur la scène. Aussitôt qu'on a une inside joke, on peut soit la dire au micro, on peut la faire, ou on peut... il y a tellement de choses qu'on peut faire avec un groupe de plus, je trouve. C'est vraiment intéressant ce qu'on peut... Juste la mise en scène d'un spectacle peut prendre beaucoup de travail, parce que, comme je disais tantôt, c'est un peu théâtral aussi. Tu peux faire ça, que tu peux pas bien compter une histoire à travers chaque tune, même si c'est une de jeu. Le band a une histoire, tu peux la raconter au travers des tunes, au travers du spectacle. Tu sais, il peut y avoir en chaque tune, il peut y avoir un dialogue, peu importe, là. Puis c'est bête à dire, mais on n'a pas la responsabilité aussi de 10 ans avec un orchestre. Parce que tel quel, quand vous avez un passé, vous pouvez pas le renier aussi. Si les gens vous connaissent, si vous avez une notoriété, vous pouvez pas juste tout casser parce qu'il y a un délire qui vous passe par la tête. Alors que là, on est un groupe, on est ce qu'on est. Je veux dire, le groupe est ce qu'on est. Et il nous reflète quand même bien, honnêtement. Là, pour ceux qui nous connaissent un peu, je veux dire, quand on vient nous voir live, ça se voit que ça a été fondé par nous 5. Et ce que je trouve vraiment cool, justement, c'est d'être capable de dire, ok, on va y mettre d'une autre. Par exemple, Undertale, il s'assoit par terre en tailleur. Ok, tu verras jamais un orchestre avec le musicien qui s'assoit en tailleur pour laisser quelqu'un faire un solo de piano avec un duo avec violoncelle. Et puis nous, c'est un truc qu'on trouve intéressant parce que c'est tout bête, là, ça prend aucun matériel, rien du tout, mais c'est plus histoire de dire, ok, là, on change d'ambiance, on va faire quelque chose de différent. Alors ça peut être assis par terre, ça peut être un tabouret de bar, peu importe, là, je veux dire, en fonction de ce qui nous passe. Exactement. Ça peut être de mettre des petits éclairages sur scène, on avait mis des petites LED aussi au Geekfest l'année dernière, là. Ça faisait une petite ambiance complètement différente, mais ça a un côté aussi, on est plus proche du public. Parce qu'on peut se le permettre aussi, on peut essayer des affaires qu'on peut pas nécessairement parce que quand on a 10 ans de notoriété, là, on veut pas tout casser parce que si jamais on essaie un truc qui est trop étrange, peut-être que ça va pas plaire au monde et qu'ils vont pas vouloir revenir après. Donc on peut pas non plus se permettre autant d'affaires. Je sais pas si on doit pas avoir d'enregistrement, mais on a des Chicon, on avait une magnifique explication de pourquoi on était un groupe de la Renaissance qui jouait avec des flûtes et tout par FX, et comment on était arrivé à devenir Tortuga après. Okay, c'était n'importe quoi là, mais c'était vraiment drôle. Et puis c'est le genre de petite interlude de 5-10 minutes qu'on pourrait jamais se permettre avec un orchestre, je veux dire. Puis c'était vraiment n'importe quoi là. C'était une histoire. C'était une convention. En 2007 là, c'était cette année. En février, je pense. Nadeshikon, c'est Québec. C'est Québec. C'est Québec, ouais. C'est l'histoire du Nadeshikon, c'est le groupe Oshifuru qui était supposé jouer là-bas. Puis le groupe s'est séparé une semaine avant la convention. On était en studio chez Nicolas Tomaro. On est en train d'enregistrer l'album quand la personne qui s'occupe du Nadeshikon m'appelle puis qui dit on m'a donné ton numéro là, vous êtes Tortuga, on a besoin d'un groupe dans 4 jours. Puis ce qui est drôle, c'est que nous on avait fait le Geekfest l'année passée au mois de novembre. Puis après ça, on est tous partis dans d'autres, pas dans d'autres projets, mais on a comme pris un petit break parce on a vraiment rushé beaucoup avec toute l'organisation de l'Otakuton puis du Geekfest. On avait pris une petite pause. Puis on n'avait pas repratiqué depuis. Puis là, on venait de décider de retourner en studio pour continuer l'album. Puis le gars nous appelle puis il dit on a besoin d'un show dans 3 jours, un show d'1h30. Puis on était comme on l'a fait, c'était vraiment intense. C'est pas toutes les tunes qui ont bien été, il y a 2 tunes en particulier mais en général, c'était at the time, c'était notre plus beau show qu'on a fait, la salle était pleine, le monde a trippé. C'était quelle journée? Non, c'était vendredi soir. C'était le vendredi soir. Ah, okay. Mais non, c'était vraiment trippant. Puis justement, il y a une tune dans le show où on lâche nos instruments puis on joue une tune à flûte à bec, les 5. On fait un quintet de flûte à bec. Wow. Puis on joue la tune de Final 9, le thème du début quand tu parles de jeu, à flûte à bec, les 5. Puis en fait, c'est la blague, c'est que
on dépose nos instruments, puis on sort nos flûtes à bec, puis là, le monde y rit parce qu'il nous voit avec des flûtes à bec. Puis là, ben, FX, notre guitariste, a décidé qu'il allait raconter l'histoire de pourquoi on joue de la flûte à bec. Puis il est parti sur une chire monumentale, parce que c'est probablement l'être humain le plus random que je connais au monde. Je t'aime FX, c'est pas une reproche. C'est pas une reproche, on s'aime de même, mais c'était vraiment drôle. Puis c'est le genre de choses qu'on aime faire avec Tortuga. Mais moi je me rends compte qu'à tous les shows qu'on fait, l'évolution du groupe, surtout on stage, fait qu'on est de plus en plus à l'aise là. Si on compare avec le Takuton 2016, on est de plus en plus à l'aise, on se permet pas de faire n'importe quoi, parce que faire n'importe quoi, ça voudrait dire on pourrait se baisser culotte puis courir en faisant le poulet, mais on peut se permettre d'être nous-mêmes puis de juste comme être à l'aise puis de si on a le goût de dire une joke au micro, bon on l'a fait, puis tu sais on depuis que Tortuga exactement, puis depuis que Tortuga a été fondé, on a de plus en plus trouvé notre voix, je te dirais. Puis c'est ce qui est le fun aujourd'hui, c'est de voir l'évolution qu'on a eue en 1 an et demi. Puis je me dis, si on continue à évoluer autant encore dans la prochaine année et demie, on sky's the limit là pour vrai. C'est l'histoire de la flûte à bec, ça me fait penser à un moment donné, j'avais vu Pierre Lapointe en spectacle. Puis à un moment donné, dans son show Out of Nowhere, tous les musiciens s'en vont de la scène, tu sais, sans explication. Puis là, il y a juste une fille qui arrive avec sa flûte à bec avec un petit banc. Puis elle fait juste jouer une tonne à la flûte à bec. Là, c'est je sais plus c'est quoi le nom de la tonne, là, mais c'est en tout cas, je vais couper ça, c'est cette tonne-là. Je cherchais le nom, je me dis, j'ai l'air, mais je sais pas le titre. Bref, je trouvais ça drôle. Je trouvais ça drôle, Out of Nowhere, que tu sais, sans trop expliquer, puis là il disait que ça s'appelait Pomme de. En tout cas, un autre chef de camp, puis là, avec un petit spot comme faire un faux feu, puis je trouvais ça drôle. Ben ça c'est comme on disait tantôt, c'est un aspect que les gens oublient souvent quand ils vont voir un spectacle de musique. Un spectacle de musique, ça s'appelle pas un spectacle pour rien. C'est pas juste la musique, tu sais. C'est à partir de quand les lumières ferment ou ouvrent ou whatever, le show commence, jusqu'à au dernier moment où ce que les gens sortent de la salle, c'est un spectacle. C'est un spectacle au même titre qu'une pièce de théâtre. C'est-à-dire que tout ce qu'on va voir sur la scène et dans la salle, ben, à part ce qui est fait par le public, mettons un mosh pit ou quelque chose, mais tout ce qui est fait par les musiciens sur la scène ou par les techniciens, c'est tout stagé, c'est tout préparé à l'avance, puis c'est tout pratiqué. C'est tout calculé, c'est tout même pratiqué. Même ce là des fois improvisé. Quand c'est bien joué, tu peux faire croire n'importe quoi, n'importe qui. Exactement. Puis le spectacle, on se rend compte que tu peux, ça fait drôle à dire, là, tu peux être sur scène, puis être le 5 virtuose, puis donner un show de marde, puis le monde auront pas de fun. Ou tu peux être 5 musiciens pas payés, donner un super de bon show, puis tu vas laisser une meilleure impression au public que le premier. Parce que sur l'album, 5 virtuoses va être mieux que 5 musiciens pas pires. Sur l'album, oui. Sur stage, non. Tu veux des shows, des gars de show, là. Tu veux un spectacle. Tu vas pas là directement en personne dans une foule, t'asseoir, regarder puis partir. Tu veux avoir du fun. Tu veux participer aussi, là. Exactement, mais tu penses pas toujours à ça quand tu vas voir un show. Tu vas dire, moi, j'espère, tu sais, je vais voir tel groupe parce qu'il est bon, j'aime les tunes, j'aime la musique, puis j'ai hâte de les voir jouer la musique, mais dans le fond, puis ça, je pense que c'est la chose qu'on a appris le plus à la dure, après le Takuton puis le Geekfest. Puis c'est la chose que les 5 membres, on n'a jamais fait, parce que moi, comme je disais, même moi, j'ai été dans d'autres groupes, mais j'ai pas fait de tournées ou de gros shows. J'ai fait des shows dans des écoles secondaires puis des affaires de même, mais vraiment organiser un show de 0 à 100%, là, ça veut dire jusqu'à briefer ton technicien pour lui dire à quel moment allumer les lumières puis à quel moment fermer les lumières, jusqu'à dire où est-ce que tu vas placer le moniteur sur la scène, à quel volume, tu sais, jusqu'à dire dans tel tune à tel moment, moi puis l'autre guitariste, on se met dos à dos pour faire notre solo ensemble. Tout fait que ça prend un spot là, tu sais. Puis là, il y a des marques de tape à terre sur le stage pour dire là, on va se mettre là à tel endroit. Tout est préparé, puis c'est difficile pour un groupe qui commence de se lancer là-dedans puis de dire hey, on va faire de la musique, nous autres, on va faire un show. Puis finalement, on se rend compte que c'est pas aussi facile que ça, mais un coup que tu l'as pogné, un coup que tu l'as développé, c'est vraiment trippant. En plus, avec le circuit, on peut dire des conventions au Québec, il y en a quand même plusieurs, de plus en plus, il y en a des nouvelles à chaque année. Ça doit être bon pour un band qui fait des tonnes de jeux vidéo comme vous autres, dans le fond,
ça vous donne des places de plus à jouer pour faire connaître, parce que s'il y avait juste le Takuton, tu jouerais une fois par année, là, ou peut-être quelques bars ici et là, de temps en temps, des événements, mais en tant que tel, le circuit des conventions est quand même important, là. Mais les conventions au Québec, il y en a quoi, 10-15 à peu près? Il y en a, il y en a genre, il y a plus que ça. Il y en a, puis il y en a des nouvelles qui apparaissent à toutes les années, là, genre, le c'est pas Shawicon, vieux, ça fait 2 ans. t'en as un autre aussi au Saguenay, là, le Saguenay, ouais. c'est ça, tu sais, fait à toutes les années, il y a des nouveaux, puis c'est toutes des conventions, des événements qui grandissent, là. Puis pour continuer ce que tu disais, à Repentigny cette année, il y a eu le je me souviens plus du nom. Il y a une nouvelle convention à Repentigny dans la Nodière qui a pondu cette année. Il y a eu puis là il y a la console qui console à Sherbrooke et il y a tellement d'événements. En fait, nous en ce moment, à part notre lancement, à date, on a pratiquement juste joué dans des conventions puis des événements geeks. Fait que c'est sûr que notre cheminement serait vraiment différent s'il n'y avait pas toutes ces conventions. C'est-tu le Geek Culture de la Nodière? Geek Culture, ouais, c'est ça. Mais tu sais, en même temps, c'est là où vous allez faire connaître et ensuite ça va vous permettre de créer un public et là ils vont vous suivre partout, tu sais. C'est comme ça que ça commence, là, tu veux pas, là. C'est là-dedans en fait, c'était pas notre but dans le sens que quand on a parti le band, on s'est pas donné d'objectif de dire on va devenir populaire de telle façon. On s'est dit on va faire de la musique parce que nous autres on a le goût de faire de la musique. Mais là, on s'est fait offrir le Takuton, on s'est fait offrir le Geekfest, puis après ça, ben quelqu'un qui était au Geekfest nous a offert d'autres choses, puis c'est de fil en aiguille, on est devenu ce qu'on est devenu. Mais c'est fun de se faire offrir aussi parce que travailler pour avoir une place à quelque part, c'est correct aussi, ça arrive, mais c'est pas le même feeling. Quand tu t'es invité, tu fais comme, OK, il y a du monde vraiment qui sont intéressés à ce qu'on fait. Ouais. Ils veulent nous voir là, ils pensent qu'ils sont, en tout cas, eux autres, ils ont confiance en nous. Ils pensent qu'on est capable de le faire, fait qu'on va le faire. Mais si c'est toi qui travailles pour avoir de la place, t'as pas le même feeling en arrivant. Tu fais comme, OK, on est ici parce qu'on a travaillé fort. Exactement. Mais malgré que tu travailles fort quand même pour être là, parce que pour que les gens aient confiance en ton produit, ben, il y a du travail derrière ça de toute façon. C'est pas le même travail, mais, oui, en effet, je suis très d'accord avec ça. Puis le fait qu'on se soit fait réinviter à le Takuton une deuxième année de suite, pour nous, c'est un très gros accomplissement. Puis on va croiser les doigts pour y retourner une troisième année l'année prochaine. En tout cas, ça a l'air d'être parti pour ça, mais pour nous, c'est vraiment trippant. Après ça, est-ce que on va se mettre à organiser plus de spectacles de notre côté à nous? C'est sûr que faire des shows dans des bars, probablement des bands, il y en a des. On va se le dire, à Montréal, des bands, il y en a, puis il y en a d'autres, là. Puis, c'est sûr, on a un créneau spécial, on a un public spécial, mais faire la tournée des bars avec un band de musique de jeux vidéo, est-ce que ça marcherait, peut-être? Ben, attends, Arcade Montréal. Ouais, ben, c'est ça. Mais est-ce que ces bands-là, parce que ça, c'est l'autre affaire qu'on se rend compte que pas tout le monde a pensé, ni même les conventions elles-mêmes, mais est-ce qu'ils ont les installations pour faire un show rock? Parce que Arcade Montréal, il n'y a pas vraiment la place non plus pour faire ça. Parce que c'est pas juste, oui, il y a l'espace physique, mais il y a tellement de choses à prendre en compte. Il y a des conventions qui nous approchent, puis avec les éléments techniques qu'ils ont, on peut pas faire de spectacle là parce que ben ils peuvent pas. Tu sais, nous on arrive avec nos instruments, nos guitares, nos amplis, notre batterie, mais la batterie il faut mettre des micros dessus, il faut la brancher dans une console, ça prend des haut-parleurs. Ouais. Si t'as des haut-parleurs, ça prend des subs parce que sinon tu vas faire sauter tes haut-parleurs avec la bass puis le bass drum. Ça prend des moniteurs pour que nous on s'entende sur le stage. Nous on n'a pas ce matériel là, il faut que ça soit fourni par la personne qui organise le show. Puis les conventions, premièrement, la majorité des gens, je parle pas de tout le monde, mais il y a beaucoup de monde dans le monde des conventions qui organisent des shows qui n'est pas au courant de ça. Ils connaissent pas ce côté-là de la chose. Là. Exactement. Fait que nous, ils disent, hey, voulez-tu faire un show? Ben, y a pas de trouble, mais est-ce que tu sais que toi, ça va te coûter comme, je sais pas, 500$ de plus juste en technique? En location Puis exactement. Puis là, c'est faut que tu fournisses un technicien. Moi, je peux fournir le mien, mais là, ça va être compliqué de synchroniser nos matériels. Puis, puis même chose pour les bars. D'habitude, des bars geeks à Montréal. Puis c'est quelque chose qu'on parle souvent en groupe. Est-ce qu'on va aller jouer dans des bars geeks? Oui, on va aller jouer dans des bars geeks. On aimerait vraiment ça. Puis si vous avez un bar geek, puis vous nous écoutez. C'est ça. Ouais. Puis genre, c'est la plus grosse difficulté. Encore, tout de même, on est capable de s'adapter. S'ils sont pas équipés pour, on peut aller faire un show pareil. Ça sonnera juste pas comme genre le gros show au Centre Bell, mais côté son, je veux dire, nous, on va quand même donner une bonne prestation, puis le son va quand même être décent. Être potable. Ce qui est le plus dans les bars surtout là, c'est parce que quand on est dans les conventions, ça le prend le gros système de son parce que la salle est grande, parce que le monde ils veulent un show rock, tu sais. Dans un bar, c'est pas grave, c'est surtout la place. On prend quand même pas mal de place sur le stage, fait que on a quand même un gros drum. Mais 5 c'est déjà là, ça prend c'est ça, on est 5 exactement. Moyennement que tu bouges un peu, ça te prend de l'espace là.
Mais là-dessus, on va y aller vers une conclusion tranquillement. Fait que... Ah non, pas des chats! Ben oui. On n'a pas parlé de jeux vidéo encore. Une autre fois. Ouais, à moins d'ouvrir rapidement une parenthèse, peut-être. Ben oui, mais j'ai pour mettons, vos inspirations côté musical et jeux vidéo, parce que c'est différent. First, sûrement vous écoutez des musiques traditionnelles comme tout le monde, puis il y a des jeux vidéo qui vous ont marqué, donc je pourrais peut-être aller avec ça avant de finir. En fait, moi c'est un peu particulier parce que surtout d'un point de vue musical, j'écoute de la musique, je joue de la musique, puis j'écris parfois de la musique, et les trois n'ont aucun rapport. En fait, il y a aussi le fait que la musique que j'aime écouter, il y a rien à jouer d'un point de vue percussion, et puis moi c'est ça que je joue essentiellement. Donc je veux dire, d'un point de vue jeu vidéo, c'est un peu étrange parce que moi j'ai pas tant joué sur console, surtout sur PC. Donc mes inspirations sont plus au niveau de la musique considérée comme un peu hérétique, genre parce que c'est pas considéré comme de la bonne musique de jeux vidéo, mais moi j'aime quand même ça. Et puis justement, en fait, on va sûrement peut-être le refaire même peut-être au Geekfest ou plus tard là, mais moi mes influences c'est plus des jeux comme Deus Ex, mettons, ou comme Mass Effect, qui est de la musique qui est plus triple A, très très cinéma. En fait, c'est presque plus de la musique de film. Super bien traité aussi, là, je sais, c'est... Exactement. Ouais. Et puis l'un des points que j'avais trouvé cool, parce que j'avais écrit un arrangement de thèmes de Deus Ex, c'est que c'est de la musique qui a été écrite pour un ensemble symphonique avec une partie électronique par-dessus. Donc c'est quand même vraiment très très gros à la base. Et puis en faire une retranscription pour groupe A5, c'était quand même un gros challenge. Donc c'est pas mal ça que j'aime bien justement. J'aime beaucoup la musique très cinématique, très ambiante, avec parfois des parties un peu plus péchues aussi dedans. Là. Donc c'est la musique d'ambiance dans ces jeux-là est très présente aussi. Puis c'est pas de la même chose. T'sais, jouer de la musique d'ambiance sur un stage puis rendre ça intéressant puis dynamique, c'est un gros challenge. Là. Ouais. Bah c'est là aussi où c'est bien d'avoir quand même un minimum de variété aussi au sein de la même soundtrack. Là. Par exemple, si tu me disais de faire un arrangement dynamique avec la musique de Journey, bah je veux bien faire des efforts, mais il y a un moment donné où elle est super belle, elle est vraiment écœurante, là, mais je peux pas non plus mettre trop d'éléments. Je peux pas en faire une version rock, par exemple. Ouais. L'inverse, c'est plus facile, par contre, de partir d'une pièce rock et puis la rendre complètement différente, mettons même jazz ou peu importe. Là, on a déjà fait ça parfois parce qu'on aime bien jammer juste pour le plaisir aussi au local, et ça arrive qu'on prenne un arrangement comme A Stranger I Remain et puis qu'on la joue en jazz ou dans des trucs un peu improbables et puis... D'ailleurs, un jour, pour le fun, il faudrait qu'on enregistre un truc comme ça, là, parce que c'est vraiment complètement différent, mais c'est toujours très spontané et c'est vrai que ça sonne quand même pas si mal que ça la plupart du temps. Là, donc, moi, c'est à découvrir. Ouais, c'est ça. Ouais, moi de mon côté, c'est dommage qu'on soit juste deux aujourd'hui parce que vous pourriez voir que les 5, on a des goûts de musicaux complètement différents, très éclatés, très différents, mais en même temps qui se rejoignent. C'est un peu spécial. Moi, j'ai toujours écouté pas mal de rock et de métal dans ma vie. Je vais pas dans le très heavy dans le métal. J'écoute pas de death ou de black, mais tu sais quelque chose genre power, mettons. Ouais, ben je suis un gros fan de Epica. Ouais, je suis un gros fan de power metal. Okay. Mon band préféré en partant c'est Symphony X. Okay. J'aime ce qui est mélodique. Dans tous les styles de musique que j'écoute, Rhapsody. Comment? Rhapsody. Ouais, ben Rhapsody, j'ai écouté ça toute mon adolescence. Ouais, mais c'est ça, c'est des bandes musicales. Exactement. J'aime quand c'est très mélodique. Puis peu importe le style, je vais écouter du rock, je vais écouter du country, du classique, du new age, tant que ça soit relativement mélodique. Puis je pense que ça se transmet aussi dans les arrangements que moi personnellement j'ai écrit pour le band, qui sont très, c'est très une mélodie avec un accompagnement en arrière. Tu sais, c'est pas quelque chose de, comme par exemple Megaman, c'est moi qui l'ai écrit comme j'ai dit tantôt. C'est très, tu sais, t'as la guitare qui joue la mélodie pendant que t'as le reste en arrière. C'est pas plein de mélodies qui se mélangent. C'est pas comme ambiance. C'est vraiment, c'est le style que moi j'aime beaucoup. Côté jeux vidéo, ben, j'ai grandi avec tous les Nintendo à mesure qu'ils sortaient. Et puis j'ai été longtemps un Nintendo fanboy. Okay. Maintenant, je collectionne les jeux, je collectionne les consoles, je touche un peu à tout. Là, j'ai pas de scrupules à jouer au PlayStation ou Xbox ou au Nintendo, mais j'aime beaucoup les IP de Nintendo. Je trouve que Nintendo fait des très bons jeux. Bon, ils en sortent pas beaucoup, mais quand ils en sortent, généralement, ils sont bons. Là, j'attends Mario Odyssey avec impatience. On en parlait dans mon temps tantôt. Ouais. Sinon, ouais, Nintendo sont forts. Sinon, je suis un gros fan de Final Fantasy. Okay. Ou des JRPG en général. T'as-tu aimé le 15? Non, ok, mouton. Je suis comme Final 15, non, mais j'étais gameplay parlant, c'est un bon jeu. C'est exactement. L'histoire par exemple, c'est un boys band qui se prend dans le C'est ça. J'ai pas tant trippé parce que l'histoire est comme semi-présente, puis le gameplay est cool mais il est un peu répétitif, puis à un moment donné
tu te perds tellement à faire toutes les side quests parce que je suis un peu completionniste. Moutou. Tu te perds tellement à faire les side quests que tu te souviens plus t'es où dans l'histoire. Puis encore là, l'histoire commence par au chapitre 12. La façon de parler. oui. T'as pas beaucoup de contenu, là. Faut aussi dire que moi personnellement j'ai joué quand il est sorti, fait que j'ai joué à la version vanilla, puis on s'entend qu'il manquait des bouts importants dans l'histoire. Genre t'arrives là, le dude il est mort, spoiler alert, là, le dude il est mort, puis t'es comme yo, pourquoi t'es mort? Je l'ai vu dans une cutscene de 15 minutes puis il était en vie, genre what? Je sais qu'aujourd'hui ils ont patché ça, ils ont rajouté des cutscenes, ils ont rajouté des scénarios, mais que j'ai justement pas vu parce que j'ai joué aussi au début. Mais officiellement, je trouve, tu sais, le côté que quand Noctis revient, puis que le monde est tout comme dark, là, ça, il aurait dû être plus exploité dans le jeu. Parce que ça a l'air bien plus intéressant, là. Ben oui. Okay. Mais tout ce qui est Dark Light, Dark World, Light World, là, moi, je trippe vraiment beaucoup là-dessus, puis je trouve ça dommage qu'ils aient scrappé ça. Puis, tu sais, on s'entend, World of Ruin, World of Balance, ils ont sorti ça de Final 6. Final 6, c'était mon Final préféré. Ah, cool. Puis le fait que le jeu shift en plein milieu dans Final 6, là, le fait que le jeu shift drastiquement en plein milieu comme ça, out of nowhere, pour moi, c'est magique. C'est un super beau twist. Puis le fait qu'ils ont utilisé ça dans Final 15 puis qu'ils l'ont scrappé, pour moi, c'est comme... Parce qu'ils font ça à la fin puis c'est pas ça utilisé. dure 15 minutes puis c'est comme... C'est une hérésie pour moi, d'avoir scrappé ça. C'est cool. Je trouve quelqu'un qui est enfin d'accord avec moi. C'est cool. Fait que, ben, là, les dates de show, on a dit, il y avait le 4 novembre. 4 novembre! Au Geekfest. Tu sais plus ça. Puis, à part ça, y a-tu d'autres dates à plugger? Peut-être le Takuton l'année prochaine. Ouais. C'est pas encore confirmé ni rien. Là, il y a mais pas de ce date serait quand même pour le le fun, Takuton, mais oui. La prochaine date, c'est le 4 novembre. Sinon, on peut vous suivre sûrement sur Facebook, YouTube, effectivement. Puis sinon, ben, il y a votre Bandcamp qui est tortugamusic.bandcamp.com. On va mettre les liens de toute façon. Ouais, exactement. Notre page Facebook, facebook.com/tortugamusic. Tortuga Music QUE parce qu'on est un groupe francophone, ça a l'air. Ouais. Donc, Facebook, c'est notre plateforme principale. Si vous voulez avoir accès à notre Bandcamp ou à notre YouTube, vous pouvez passer par notre Facebook. Puis si vous voulez à nous écrire, écrivez-nous, on répond des fois. Des fois. Puis même chose. Puis même chose pour nous autres. Suivez-nous sur Facebook, YouTube, Podbean. Abonnez-vous sur iTunes, Google Play. On a un Patreon ce que aussi. vous voulez. Patreon, mais maintenant on le plug en début d'épisode automatiquement. On peut le repluguer si vous voulez nous aider. Patreon, PayPal, les liens sont sur Facebook. J'aimerais remercier AGO de nous avoir invités sur votre podcast. C'était vraiment intéressant pour c'était cool. Ouais, c'était cool. Ouais. Fait que là-dessus, bye bye. Bye bye. Bye, merci.